Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Et soyez tous les bienvenus dans les vraies voix Sud Radio, les vraies voix de l'été qui touchent presque à leur fin, mais vous êtes encore en été, à défaut d'être peut-être encore en vacances. On vous accompagne jusqu'à 19h pour faire le tour de l'actualité, pour débattre. Et sachez que cette actualité est riche ce soir. Beaucoup de sujets à aborder, d'autant plus que la rentrée politique a déjà commencé. Elle commence pour tout le monde d'ailleurs. Le président de la République a fait sa rentrée, un ancien président de la République a fait sa propre rentrée. Les députés insoumis font leur rentrée. On va en parler avec nos vraies voix ce soir. D'abord, comme chaque soir, on est avec une vraie voix depuis quelque part en France au 0826 300 300 et on file dans l'Hérault ce soir retrouver Laurence. Bonsoir à vous Laurence. Bonsoir. Comment ça va? Chaudement, je ne vous le cache pas. C'est très vrai chaudement. Vous n'avez pas d'air? Vous êtes où dans l'Hérault, tiens? Ah si, je suis dans la zone du Pic Saint-Loup, dans les vignobles, et on a de l'air, mais de l'air chaud en fait. Oui, de l'air chaud, mais vous nous vendez du rêve parce que c'est quand même beau, la zone du Pic Saint-Loup et les vignobles, non? Absolument magnifique. Bon, écoutez, on est ravis d'être en votre compagnie jusqu'à 19h, si vous voulez bien de nous, bien sûr. Je vais vous présenter vos acolytes du soir. Philippe Bouriaki est avec nous. Bonsoir à vous, Philippe. Bonsoir. Vous êtes co-porte-parole de l'écologie au centre, conseiller régional d'Île-de-France. Nous sommes également avec un militant associatif. Est-ce que c'est bien choisi comme terme? Non, militant associatif, Nadir Kaya? Non. Bonsoir à tous. Non, j'avais dit que l'idéal, c'était simplement un citoyen engagé. Il n'y a que des citoyens engagés. Dans le domaine associatif. Militant, voilà, c'est vrai. Il y a une certaine connotation. Associatif. En tout cas, je vais vous dire pourquoi associatif, parce que vous avez deux associations que vous représentez. En tout cas, d'une part, vous avez Banlieue Plus et d'autre part, Nos Quartiers. Ça vous va? Alors, petite erreur, c'est une association et c'est Banlieue Plus et Nos Quartiers. Eh bien, écoutez, ce sera pareil. Vous voyez, je vais y arriver. Finalement, on va y arriver. C'est le jour des erreurs. Est-ce qu'on peut retrouver tout de suite? Oui, on peut le retrouver. Lui aussi, il fait sa rentrée en ce moment. C'est Rodrigo Arenas, un parent d'élève. Bonsoir à vous, Rodrigo Arenas. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous les amis. Un parent d'élève et surtout un député insoumis qui fait sa propre rentrée puisqu'il est en direct sur Sud Radio des Amphis d'été, les fameuses universités d'été de la France insoumise qui a fait tant parler d'ailleurs ces derniers jours. Vous êtes où précisément en France en ce moment? Écoutez, on est sous 43 degrés dans la Drôme, et donc là on est juste à côté de Valence, dans un très beau village qui est Châteauneuf, pas très loin ici, et voilà, donc c'est toujours agréable, même sous la chaleur, de se retrouver pour une rentrée militante, puisque moi je peux le dire très tranquillement. Et voilà, donc on essaye de parler, de réfléchir pour essayer de proposer des solutions pour notre pays qui doivent être partagées par le plus grand nombre et pas seulement par les insoumis. C'est ça l'esprit de la NUPES. Bon, écoutez, en tout cas, on va en parler. Redites la température qu'il fait chez vous? Ah là, on y fait 43 degrés. Encore 43 degrés. Donc il fait un petit peu plus. Je fais un petit concours entre vous et Laurence qui est avec nous. Il fait combien chez vous, Laurence? Mais je dirais dans les 40-41. 40-41. Bon, a priori, c'est vous qui êtes en tête, Rodrigo Arenas. Tenez bon. Sachez qu'on a mis la clim dans le studio de Sud Radio ici avec Philippe Bouriaki et Nadir Kaya. Allez, au programme de ces vraies voix ce soir jusqu'à 19h. Les propos du président de la République, interview exclusive au magazine Le Point. Il a parlé de beaucoup de choses, Emmanuel Macron. Il a notamment parlé d'immigration. Ce sera notre premier grand débat. Pensez-vous, c'est la question qu'on vous pose, pensez-vous, comme Emmanuel Macron, qu'il faille, c'est ce qu'il a dit, réduire significativement l'immigration? Vous nous appelez 0826 300 300. On va en débattre avec vous à partir de 17h30, avec vous tous au 0826 300 300 et en compagnie de nos invités. On parlera aussi de l'école, parce qu'il en a parlé de l'école, Emmanuel Macron. Il a parlé de la rentrée qui pourrait être avancée, qu'il voudrait avancer en tout cas pour les élèves en difficulté. Il a aussi parlé de l'enseignement de l'histoire. Est-ce qu'il faut changer l'enseignement de l'histoire, à l'école? On va en reparler avec vous tous aussi. 0826 300 300, parents d'élèves, grands-parents d'élèves, profs, vous nous appelez tous, on vous donne la parole. Bienvenue à vous dans les vraies voix. Tout de suite, on récapitule l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Parce que comme chaque soir, on commence par trois mots qui ont fait l'actualité. J'ai parlé d'un président de la République, celui qui est en exercice, Emmanuel Macron, mais un autre a fait sa rentrée hier. Une interview sur TF1 de Nicolas Sarkozy qui aurait dû faire du bruit, mais elle a été complètement occultée, il faut bien le dire, par l'actualité russe. Et l'interview d'Emmanuel Macron, on va en parler. Le mot Russie, justement, après la mort d'Evgeny Prigojine dans un crash aérien, le leader du groupe paramilitaire Wagner, eh bien même la très sérieuse ministre des Affaires étrangères française se prend
à ironiser, vous allez voir ça. Et puis on va parler des BRICS, c'est un événement géopolitique majeur. Le club des pays émergents qui voudrait concurrencer l'Occident s'agrandit de 6 nouveaux pays, l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Les vraies voix Sud Radio. On va parler du président de la République, de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui était l'invité hier de TF1. Il devait notamment parler de son livre et parler de son actualité. Nicolas Sarkozy qui a rebondi sur beaucoup de choses, qui est intervenu sur beaucoup d'aspects politiques et qui a parlé notamment du Front National. On va l'écouter dans quelques instants sur Sud Radio. On va même l'écouter tout de suite. Ce qui est insupportable, c'est de reprocher au Rassemblement national qui m'a toujours combattu et que j'ai toujours combattu. Et c'est de lui reprocher de ne pas être dans le cadre de la République. Un parti qui présente des candidats aux élections et qui a un groupe parlementaire d'une centaine de députés, comment peut-on dire qu'ils ne sont pas républicains? Et je n'aime pas ce procès systématique en extrême droite. C'est leçon de morale. C'est leçon de morale. Est-ce que Nicolas Sarkozy a changé depuis qu'il était président de la République? Ses propos sur le Rassemblement national de l'époque, qui s'appelait Front National, ses propos étaient beaucoup plus durs entre 2007 et 2010 et 2012. Philippe Bouriaki. La dédiabolisation du Front National orchestrée et opérée par Marine Le Pen a très bien fonctionné. La preuve, c'est que Zemmour a fait passer Marine Le Pen pour Barbie, donc c'est pour vous dire à quel point. Mais en tout cas, je suis d'accord sur un point avec lui. Lorsqu'on prend certaines positions, l'extrême gauche vous dit vous êtes immédiatement d'extrême droite. Parlons sur la sécurité. Si vous marquez un hashtag je soutiens les forces de l'ordre, vous êtes forcément d'extrême droite. Vous êtes fait traiter de militant d'extrême droite, vous? Très peu, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Comme l'extrême droite me traite d'extrême gauche lorsque je prends certaines positions, donc tout va bien. C'est pour ça que quand vous êtes au centre, toujours le fasciste ou le gauchiste de quelqu'un d'autre. C'est ça, c'est le filet. Mais le souci, c'est en ayant abandonné certains terrains, comme celui de l'immigration, comme celui de la sécurité, et les laissant le monopole exclusif, le copyright au Rassemblement national et au Front national, dès que vous rentrez là-dedans et que vous tenez des propos sensés où on vous dit c'est des propos qui sont tenus par l'extrême droite, donc tu peux pas le tenir. Si l'extrême droite demain dit que le ciel est bleu et que je constate qu'il est bleu, qu'est-ce que je fais? Effectivement. Alors j'ai dit, est-ce que Nicolas Sarkozy a changé depuis 2012? On pourrait dire aussi, est-ce que le Rassemblement national a changé depuis 2012? Après tout, Nicolas Sarkozy avait battu Jean-Marie Le Pen en 2007. Vous en pensez quoi, Nadir Kaya? C'est un peu compliqué parce que, en tant que citoyen engagé et donc militant associatif complètement indépendant du jeu politique, moi ce qui me désole, c'est l'importance qu'on peut donner aux étiquettes. Non, un délinquant comme M. Sarkozy, ça a changé depuis 2012. Donc, par rapport à ce qu'il peut dire politiquement, je pense que c'est plus entendable parce qu'à un moment donné, il a été au pouvoir. Quoi qu'il dise, oui, bien sûr, évidemment, parce qu'il a été au pouvoir, mais je rappellerai qu'il a été quand même condamné dernièrement, même s'il a fait appel. Donc aujourd'hui, donc il est toujours présumé innocent. Tout à fait, mais il a quand même des affaires. Donc à un moment donné, en termes de moralité ou de leçons à donner, tout en sachant qu'il était lui aussi au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait réellement à l'époque contre le Front National? Je ne pense pas qu'il a fait suffisamment pour les mettre hors jeu d'un point de vue politique. Alors, Laurence, qui est avec nous depuis l'Hérault, au 0826 300 300. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'ancien président de la République ou pas? J'ai loupé un épisode. C'est pas grave. Sachez qu'on a changé de président depuis Nicolas Sarkozy. Il y a eu ensuite François Hollande et ensuite Emmanuel Macron. Je plaisante, ma chère Laurence, c'est pas grave. Nicolas Sarkozy qui disait qu'il fallait arrêter d'ostraciser ce qu'on appelle l'extrême droite et notamment le Rassemblement national. Oui, c'est-à-dire que moi, je suis très simple et je suis très légaliste. Ou un parti est interdit, ou il est autorisé. Ouais. S'il est autorisé, on débat avec. Sinon, c'est pas la démocratie. La démocratie, c'est fait pour débattre et la richesse des idées naît des débats. Si vous les interdisez, vous pensez dans un bocal. Mais vous c'est êtes d'accord. exactement ce que nous avons actuellement. Nous avons la pensée dans le bocal extrême centre et rien d'autre. Et la diabolisation de tout le reste. Mais écoutez, là, on est là pour débattre tous ensemble sur Sud Radio. Vous avez vu, vous avez des écologistes, des insoumis, des militants associatifs aussi. On va en parler. On donne la parole à tout le monde sur Sud Radio. Allez, je continue à rembobiner l'actualité. 3 mots dans l'actu. Je le disais, il faut revenir sur ce qui s'est passé en Russie avec la mort mystérieuse et pour le moins suspecte du chef de Wagner, Evgeny Prigojine, qui n'en finit plus d'alimenter les réactions. Alors,
d'abord, sachez-le, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est empressé de dire que l'Ukraine n'était pour rien dans le crash aérien du patron de la milice Wagner. Quoi qu'il en soit, et ça c'est beaucoup plus rare, j'aimerais vous lire le communiqué de presse qui a fait beaucoup réagir de Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères française, puisqu'elle s'est mise à ironiser, je cite, sur le taux de mortalité élevé parmi les proches de Vladimir Poutine. Elle ajoute, c'est manifestement une activité à risque. Alors, on aurait pu dire dans la même lignée, en citant les inconnus, la police n'exclut cependant pas la thèse du suicide. Bon, faut-il mieux en rire ou pas? Est-ce qu'elle est à sa place, la ministre des Affaires étrangères, quand elle ironise de la sorte? Rodrigo Arenas, qu'on avait retrouvé et qu'on a reperdu. On va vous retrouver, Rodrigo Arenas, sachez-le. Philippe Bouriaki. Bon, elle devrait peut-être pas ironiser sur ce genre de choses, mais c'est vrai et c'est factuel qu'être proche de Vladimir Poutine et lui tourner le dos, c'est prendre beaucoup de risques et les probabilités de mortalité sont plus importantes que de gagner au loto. Donc alors ça va, je suis pas proche de Vladimir Poutine, donc tout va bien. Bon, je lui tourne quand même le dos, donc je devrais faire gaffe. Si vous réagissez de la sorte, vous serez peut-être ministre des Affaires étrangères un jour. Rodrigo Arenas, on vous a retrouvé depuis la Drôme, je crois. Oui, pardonnez-moi, mais mon iPhone a sauté parce que tout simplement il fait trop chaud. Et même la technologie ne résiste pas. Et vous savez quoi, c'est un reportage qu'on va faire en direct pendant 2 heures, voir comment se passent les universités d'été de la France Insoumise. On verra bien si vous gardez encore du matériel. Nadir Kaya. Non, mais c'est vrai qu'on en rigole. Bon, après, de la part d'une ministre de tenir ces propos-là, je pense qu'elle a le feu vert de l'Elysée, donc elle peut se permettre de le faire. Quand on voit la position de la France contre la Russie, donc ça va aussi dans ce sens et dans cette forme d'humour. Mais après, c'est vrai, quand on voit comment en Russie on traite ses opposants, et notamment Poutine depuis des années, apprendre cet accident-là, ça nous fait sourire légèrement. Donc il n'y a pas de surprise, et c'est plus qu'un opposant. Il a quand même déclaré la guerre à un moment donné à Poutine, ouvertement, devant toutes les chaînes du monde. Donc à un moment donné, quand on fait ça, on sait très bien les conséquences. De voir que ça s'est résolu d'une certaine façon, on ne pouvait pas croire que ça allait en rester là. Donc d'apprendre cette nouvelle-là, je pense que pour la plupart des gens qui connaissent un petit peu la situation internationale et notamment l'historique des Russes dans ce type de situation, on pense que ça pouvait être une solution finale pour lui. Vraie question qui se pose. Ce qui est fou, c'est qu'il a pu prendre un avion de Moscou à Saint-Pétersbourg après ce qui s'est passé. Enfin. Ce qui est fou, c'est qu'il était entre Moscou et Saint-Pétersbourg depuis des semaines et des semaines après sa tentative de mutinerie. Effectivement, je vous propose de continuer à réviser l'actualité avec cet événement géopolitique majeur. On parle des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui va s'élargir. Ce groupe qui voudrait concurrencer le G7, c'est-à-dire les pays les plus riches occidentaux, auxquels on ajouterait le Japon, eh bien, ils accueillent 6 nouveaux pays, je le disais, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, l'Argentine et l'Égypte. Rodrigo Arenas, questions internationales qui vous sont chères d'ailleurs. Est-ce que c'est pas le signe d'une marginalisation de l'Occident sur la scène internationale, Rodrigo ? En tout cas, c'est certain, de mon point de vue, c'est qu'il y a une redéfinition à l'échelle globale, à la fois des échanges, mais des relations que veulent entretenir les pays entre eux, et que l'époque des accords qui ont eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, où le dollar, et notamment les États-Unis, prenaient, j'ai envie de dire, la suprématie sur les échanges internationaux, y compris dans la présence de monnaie, est une époque qui semble être révolue. L'émergence après d'autres mouvements qui ont lieu dans le monde. Rappelez-vous les non-alignés, rappelez-vous tous ces mouvements aussi d'échange. Je pense à l'OPEP, je pense à tous ces pays qui veulent s'entendre entre eux pour pouvoir peser dans les échanges internationaux et ne pas dépendre seulement des empires, j'ai envie de dire. Et dans les empires, on pense aux États-Unis évidemment, mais je pense aussi à la Chine et à la Russie. Il est temps que des pays s'émancipent pour pouvoir assurer leur pleine souveraineté. Sauf qu'il y a quelques-uns de ces empires qui sont justement membres des fameux BRICS, dont la famille s'élargit. Tiens, Nadir Kaya, puis Philippe Bouriaki. Non, je suis pas étonné, mais moi je suis pour ce rééquilibre au niveau international. Je rappellerai qu'il y a aussi l'Arabie Saoudite qui a rejoint les BRICS, mais là, c'est ce que je disais, c'était un allié historique aussi des États-Unis. Donc quelque part, si l'Arabie Saoudite se repositionne, c'est qu'à un moment donné, les États-Unis et leur impérialisme a trouvé ses limites. Et aujourd'hui, il y a des pays qui sont émergents et qui ont compris qu'il faut absolument rééquilibrer cette scène internationale
international, en se regroupant avec des pays qui sont en train d'évoluer comme l'Inde, le Brésil, et qu'il va falloir aussi jouer de la fameuse monnaie et du dollar qui nous rappelle que les États-Unis s'imposent un peu partout grâce à ça et qu'il faut aujourd'hui rejouer au niveau des cartes internationales et puis ce rééquilibre, il a aussi intérêt parce que quand on voit aussi la Russie, comment elle est aujourd'hui capable de s'imposer en Afrique et de créer un vrai rapport de confiance et économique avec certains pays d'Afrique, sachant que la France, elle, a échoué, avait une autre façon de dialoguer avec ces pays, on le voit aussi avec le Niger et bien d'autres, donc je pense que c'est quand même important et c'est pas si alarmant que ça. En un mot, Philippe Bouriaquet ? Enfin, si, quand même, parce que effectivement, qu'il y ait une monnaie ou qu'il y ait une monnaie de transaction d'échange international, bon, c'est l'objectif. Et en plus, il n'est même pas caché. Bon, pourquoi pas, on peut en entendre parler, et pourquoi pas, nous, au niveau européen, réfléchir sur une solution alternative, dans un premier temps. Mais moi, ce qui me surprend, par contre, dans cette annonce, c'est que on accueille l'Éthiopie, mais pas l'Algérie. Alors que l'Algérie a fait une demande bien officielle, et au vu de la stabilité économique de l'Algérie, c'est vraiment surprenant qu'elle ne soit pas membre des BRICS. Effectivement, la candidature officielle d'ailleurs de l'Algérie a été rejetée par les BRICS, en tout cas à ce stade. Allez, restez avec nous sur Sud Radio, on va se retrouver dans quelques instants. Je vous rappelle notre premier débat, 0826 300 300, suite à l'interview d'Emmanuel Macron dans le magazine Le Point qui est actuellement dans vos kiosques. Pensez-vous, comme le président de la République, qu'il faille réduire significativement l'immigration ? Vous nous appelez, on en débat dans quelques minutes. Juste avant ça, l'actualité qui fait réagir Rodrigo Arenas, c'est la rentrée qui pourrait être avancée au 20 août pour les élèves en difficulté. Ça ne plaît pas à Rodrigo Arenas. À tout de suite. Les vraies voix de l'été dans la chaleur estivale et caniculaire. Nous sommes avec Philippe Bouriaquis. Alors on est au frais dans le studio de Sud Radio. Philippe, Nadir Kaya confirme. Pour l'instant, on a mis la clim. Bon, tout à fait, hein. On en profite. C'est pas très écologique, mais on en a besoin de la climatisation. Sinon, on pourrait pas s'en passer. Si il y a les produits avec l'électricité verte, exactement. Oui, c'est pas sûr que ce soit le cas. Parce que celui qui n'a pas la clim en ce moment, c'est notre autre vraie voix, Rodrigo Arenas, depuis les amphis d'été insoumis, son université d'été. Je rappelle que vous êtes député insoumis. La température continue à monter, Rodrigo ? Là, je me suis mis à l'intérieur, donc il fait un peu moins chaud. Ouais. Et en tout cas, le téléphone tient, donc la technologie résiste. Bon, on verra. C'est déjà pas mal. Et essayez de rester habillé. Si la température augmente, essayez quand même de rester vêtu. Ce serait dommage. Quoi qu'il en soit. C'est illégal, Jean-Marie, d'être nu dans la salle publique. Effectivement. Quoi qu'il en soit, tout de suite, on fait votre rentrée. Regardez les actualités régionales. Tour à tour, finot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on avait le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je pilote. Le tour de table. De l'actualité. Puisqu'Emmanuel Macron a dit beaucoup de choses dans le magazine Le Point, revenons sur une idée très concrète qu'il a eue et qui a fait beaucoup réagir. Ce serait le fait d'avancer la rentrée des élèves en difficulté au 20 août. Rodrigo Arenas, le parent d'élève que vous êtes, n'est pas du tout pour. Vous savez, ça me rappelle un souvenir de triste mémoire quand, il y a quelques années, pendant la canicule, il y a des enfants qui ne sont pas réveillés à la sieste dans les Ardennes. C'était pendant le temps scolaire. Aujourd'hui, force est de constater qu'il fait chaud en France et que le bâti scolaire n'est pas en mesure de pouvoir accueillir une quelconque activité. Donc je pense que mettre des enseignants qui sont fatigués après le Covid, des enfants qui sont au bout sur certains aspects, notamment psychologiques, en termes de suivi et de santé individuelle après le Covid, eh bien, c'est non seulement irresponsable de mettre cette idée dans l'esprit des Français, mais c'est surtout marquer une ignorance absolue du président de la République, qui maintenant est le nouveau ministre de l'Éducation nationale, paraît-il dans le Point, sur faire la rentrée scolaire le 20 août. Ce n'est pas sérieux. Ça montre le désamour, voire l'ignorance totale de ce qu'est ce sont les écoles publiques dans notre pays au plus haut sommet de l'État. Et je pense que les enseignants doivent être extrêmement inquiets. En tout cas, le parent d'élèves que je suis et l'ancien dirigeant associatif de la première fédération de parents d'élèves que j'étais montre bien que tout ce qui s'est mis en œuvre ces dernières années n'ont pas été en mesure d'infléchir la prise en compte et la protection des enfants dans notre pays. En tout cas, vous disiez qu'Emmanuel Macron était le ministre de l'Éducation nationale. Le nouveau ministre, c'est pas ce qu'il dit, mais il a dit effectivement, et ça a fait tiquer un certain nombre de constitutionnalistes, compte tenu des enjeux, l'éducation nationale fait partie du domaine réservé du président de la République. C'est la première ministre qui appréciera. Philippe Bouriaquis. Qui du coup est anticonstitutionnel. Moi, je suis souvent assez d'accord en général avec Rodrigo, parce qu'il a une expertise là-dessus qui est indéniable, et c'est l'intérêt de l'enfant avant tout qui prime. Moi, je suis pour les vacances apprenantes.
pour pouvoir permettre à celles et ceux qui ont des difficultés ou des lacunes ou des manquements ou qui n'ont pas faire du rattrapage, quoi. Faire du rattrapage ou surtout de la remise à niveau pour pouvoir partir avec de bonnes bases. Et donc, est-ce que ces 10 jours sont dans le cursus scolaire normal ou est-ce qu'ils sont dans le cadre des vacances apprenantes? Je sais pas, j'aimerais bien savoir ce qu'en pense Rodrigo de ça, par exemple. On en reparlera justement en un mot, Nadir Kaya. Non, c'est vrai, c'est méconnaître la réalité du domaine scolaire et des enfants en difficulté. Les enfants en difficulté, il faut savoir leur donner des moyens tout au long de l'année, ne pas leur donner un moment un peu spécifique. S'ils sont en difficulté, c'est qu'on n'a pas réussi à leur donner des moyens conséquents dès le départ. On s'aperçoit souvent quand ils arrivent en 6e, ils ont déjà des lacunes. Donc déjà en primaire, il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement. Il faut aussi donner les moyens à l'ensemble de la classe éducative pour pouvoir aider ces enfants très rapidement. Il faut aussi de l'égalité au niveau des écoles, au niveau des moyens, au niveau des profs, au niveau des profs qui sont absents, les remplacements, les remplacer. Ça, c'est aussi des réalités. Donc à un moment donné, de faire croire aux Français avec des petites annonces comme ça que M. Macron a le cœur sur la main en disant je vais aider les gens qui réussissent pas à l'école, pour des gens qui connaissent un peu la réalité, c'est vraiment décevant de la part d'un président de la République. En tout cas, vous n'y croyez pas. Quoi qu'il en soit, on va se retrouver dans quelques instants. Il était sincère dans sa démarche. Rappelez-vous le dédoublement des classes, c'était quelque chose de positif. L'étendre jusqu'au lycée. Moi, je comprends toujours pas pourquoi aujourd'hui on l'étend pas jusqu'au lycée. Pas avant qu'il le fasse déjà pour les écoles. Ça, on peut le dire, bien évidemment. Bon, quoi qu'il en soit, restez avec nous. On va retourner à l'école dans un instant, et puis on va débattre de l'interview d'Emmanuel Macron, notamment sur l'immigration, sujet ô combien passionnel en France. 0826 300 300. Pensez-vous, comme Emmanuel Macron, qu'il faille réduire significativement l'immigration? On en parle dans un instant avec vous tous sur Sud Radio. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Et la température est stable dans le studio de Sud Radio, mais c'est pas le cas partout en France. On va voir ça tout de suite. Nous sommes toujours avec nos vraies voix, Nadir Kaya, Philippe Bouriaki, Rodrigo Arenas, là où il fait très chaud dans la Drôme, aux universités d'été de la France Insoumise. Nous serons avec Laurence aussi au 0826 300 300 depuis l'Hérault, où il fait très très chaud. Tout de suite, c'est le premier débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La question qu'on vous pose ce matin est la suivante. Ce matin, plutôt ce soir, disais-je. Pensez-vous, comme Emmanuel Macron, qu'il faille réduire significativement l'immigration? C'est un des propos qui a fait beaucoup réagir dans son interview au magazine Le Point, le président de la République qui va plus loin. Est-ce que nous sommes submergés par l'immigration, se demande-t-il? Non, c'est faux de dire cela, c'est ce qu'il répond. Nous devons en revanche réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale. À commencer par, ça veut dire pas exclusivement, c'est-à-dire qu'il faut réduire l'immigration, y compris la légale, même si ce n'est pas la priorité du président. On va en parler avec notre invité qu'on accueille avec plaisir. Alexis Isard, bonsoir à vous. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Merci. Vous êtes député Renaissance de l'Essonne. Le président de la République qui prend position sur l'immigration, il faut la réduire significativement. Est-ce que vous avez été surpris par cette prise de position ? Non, pas du tout. Moi, j'étais très content que le président soit clair sur ce sujet-là. Force est de constater qu'on a un problème d'immigration en France. On n'est pas capable d'intégrer l'immigration dont on aurait besoin en France et on n'est pas capable non plus d'exclure une immigration à problème. Donc c'est bien que le président soit ferme sur ces sujets-là et il le rappelle aussi dans la suite de cette tribune qu'il y a un sujet européen. Il rappelle aussi qu'on est assez minoritairement le pays d'entrée et donc qu'il faut avoir une politique européenne là-dessus. Effectivement, c'est vrai que souvent des immigrants illégaux, notamment clandestins qui sont en France, sont passés par l'Italie ou alors par d'autres pays d'Europe. Ça, c'est important de le rappeler. Quand vous dites nous ne sommes pas capables d'expulser une immigration à problème, de laquelle parlez-vous ? Moi, je parle de toute cette immigration qu'on peut voir dans des différents faits divers où on voit accumuler des OQTF qui ne sont pas qui ne vont pas jusqu'au bout. Donc c'est ça qui est problématique pour les Français, c'est là-dessus qu'il faut agir. Les obligations de quitter le territoire français, effectivement, qui sont parfois bloquées par l'absence de laissez-passer consulaire des pays d'origine. Autre aspect abordé par Emmanuel Macron, c'est celui du droit d'asile dévoyé, dit-il dans cette interview, par les réseaux de passeurs, c'est-à-dire... On a un vrai problème là-dessus, et là c'est quand il pointe l'immigration illégale. On a
on a des filières qui s'organisent et qui font payer des pauvres migrants qui souhaitent juste aller dans un pays où ils vivront mieux. Ils payent des fortunes et ils se retrouvent totalement esselés dans un pays qui n'a pas la capacité de les intégrer. Ça, c'est un fait d'ailleurs qu'on peut constater, effectivement, notamment des gens qui ont payé la moitié de leur vie pour essayer de passer. En revanche, quel est le rapport avec le droit d'asile qui serait dévoyé? Est-ce que ça veut dire qu'il y a trop de demandeurs d'asile ou qu'on demande trop facilement l'asile pour ne plus être expulsable en France? C'est-à-dire qu'il y a de nombreux recours qui sont utilisés, de nombreuses voies d'entrée qui sont totalement dévoyées, qui sont mal utilisées, et du coup la réponse est très mauvaise et très mal faite. En tout cas, le président de la République annonce que la loi immigration qui doit arriver travaillera notamment sur ce sujet. Je vous propose, Alexis Izard, de débattre avec nos vraies voix qui sont avec nous. Nous sommes avec Philippe Bouriaki pour l'écologie au centre. Nous sommes avec Nadir Kaya pour Banlieue Plus nos quartiers et avec Rodrigo Arenas depuis ses universités d'été de la France insoumise dans la Drôme. Rodrigo Arenas. Oui, écoutez, moi j'ai lu attentivement l'ensemble de l'interview du président de la République dans le journal Le Point, qui, comme tout chacun sait, est un journal de gauche. Et je considère qu'aujourd'hui, lui-même s'est mis en dehors de l'arc républicain qu'il a défini, puisqu'il vient de mettre clairement Marine Le Pen au chômage technique, puisqu'il reprend une grande partie de son programme que dans la relation d'immigration maintenant, pour être pragmatique, l'Europe a déjà une intervention par rapport à l'immigration, puisqu'elle vient de donner des millions d'euros, notamment aux pays de l'autre côté de la Méditerranée, pour gérer les gardes frontières de la France et de l'Europe, dans les conditions dramatiques que nous connaissons. Alors on est en train de vous perdre parce que manifestement la température continue à monter dans la Drôme, là où vous êtes, Rodrigo Arenas, mais promis on va vous retrouver. Et les premières réponses peut-être, Alexis Izard? Oui, c'est assez symptomatique ce que j'entends de mon collègue là, c'est parler immigration, c'est être d'extrême droite, et je pense que c'est tout à fait le contraire, parce qu'il faut être un élu de terrain, aller sur le terrain et se rendre compte qu'on a des problématiques. Il suffit d'aller rien que dans sa préfecture, de voir que les demandes d'intégration de personnes qui sont présentes sur notre territoire, parce qu'ils font leurs études ici, parce qu'ils ont un travail, est extrêmement compliqué. Et s'attaquer au sujet d'immigration, c'est s'attaquer à l'intégration des personnes qui ont toute leur légitimité à arriver sur le territoire français, et c'est, de l'autre côté, s'attaquer à cette immigration-là qui ne respecte pas la loi en France et qui doit retourner dans son pays, parce qu'il cause du trouble pour tous les Français, et y compris pour les personnes en situation irrégulière qui ont toute vocation et toute envie à s'intégrer dans notre pays. 0826 300 300, nous sommes... C'est bien ce que je disais. C'est bien ce que vous disiez, Rodrigo Arenas, c'est-à-dire oui, c'est-à-dire que moi j'entends exactement le discours qui est tenu par le représentant du Rassemblement national de notre pays. Et quant à me faire la leçon sur la réalité de terrain, m'expliquer ma propre histoire personnelle, je trouve que c'est assez cocasse. En l'occurrence, je parle de ce que je sais. Et comme je le disais tout à l'heure, avant que la chaleur prenne possession de mon téléphone, eh bien, l'Europe aujourd'hui paye des fortunes aux autres pays de côté de la Méditerranée pour faire les gardes frontières. Et au lieu de mourir au fond de la Méditerranée, ils meurent dans les terres. Ils meurent dans les, dites-vous? Oui. Alors Rodrigo Arenas, on va essayer de trouver, on va prendre le temps de vous retrouver depuis un endroit d'où vous capterez, on va trouver une solution, c'est promis. J'aimerais qu'on donne la parole à Laurence depuis l'Hérault, 0826 300 300. Emmanuel Macron qui dit qu'il faut réduire l'immigration, à commencer par l'immigration illégale. Ce qui vous inspire, Laurence? Laurence est avec nous. Alors décidément, les ravages de la canicule sur le réseau téléphonique sont assez clairs. Mais on vous a retrouvé, Laurence. Ça y est? Oui, je voulais savoir si on parlait bien du même Emmanuel Macron qui a nommé Pape Ndiaye le barde du racisme systémique à l'éducation. On parle bien du même. Alors effectivement, vous parlez de l'ancien ministre de l'Éducation nationale qui a été remanié récemment. Voilà, donc moi, ce que dit Emmanuel Macron ne m'intéresse pas. C'est un communicant qui sort les bons mots, les éléments de langage, qui viennent d'un cabinet qui a étudié le vent de l'opinion. Ce n'est pas quelqu'un qui agit réellement. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a été mis là par les grands patrons du CAC 40, qui savent très bien qu'un afflux de main-d'œuvre pas chère fait baisser le coût de la main-d'œuvre. Donc je ne vois pas pourquoi il renoncerait à cette possibilité-là. Ensuite, la deuxième remarque que je voudrais faire le lien entre immigration et délinquance, comme on en voit, c'est un peu court parce que beaucoup des jeunes gens qui ont participé aux émeutes sont français. C'est ce qu'il dit aussi Emmanuel Macron dans l'interview d'ailleurs. 90%. Donc, la majorité, c'est pas beaucoup, c'est la majorité. C'est la majorité, voilà. Je n'ai pas vu qu'on ne fait pas de statistiques précises. C'est ce qu'il dit dans l'interview. Dans l'interview, vous faites bien de le souligner d'ailleurs, parce qu'on avait parlé. Des émeutiers étaient français. C'est pas la majorité, pardon, c'est 90%, c'est-à-dire la quasi-totalité, on peut le dire. On est d'accord là-dessus, ils sont français. On va continuer à en débattre justement, Laurence, avec Nadir Kaya.
Oui, ils sont français, mais beaucoup aiment à rappeler que certains ne sont pas vraiment parce qu'ils sont issus d'eux. Voilà, c'est l'éternel débat qui existe en France et malheureusement qui contribue aussi à pas avoir un débat intelligent sur l'immigration. Aujourd'hui, on doit avoir des débats sur tout, sans tabou, sans être qualifié de gauche ou droite. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant. Après, à savoir, est-ce qu'il y a un problème avec l'immigration? Bon, moi, je suis pas un spécialiste, mais quand j'entends des économistes qui vous disent, en prenant l'exemple de l'Allemagne, qui a une population de plus en plus vieillissante, où il faut absolument de l'immigration pour régénérer un petit peu ce manque, et aussi en termes d'économie, c'est une logique économique assez basique mais évidente. En France aussi, il y a des économistes qui vous rappellent que la France, malgré peut-être une immigration importante, et je parle d'une immigration légale qui vient travailler, qui apporte beaucoup à la France, qui construit, qui reconstruit, qui apporte aussi en termes d'intelligence, en termes d'innovation à tous les niveaux. On a beaucoup d'entrepreneurs qui sont issus de l'immigration et qui sont mis en avant en France. Donc ça, faut le rappeler. Il y a aussi des spécialistes qui vous rappellent que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. Ça aussi, c'est des éléments. Certains ne veulent pas le croire, mais il y a des faits et des chiffres qui le prouvent. Donc à un moment donné, aujourd'hui, il faut avoir un débat certes apaisé, avec cette volonté de rééquilibrer ce qui ne va pas, sans se qualifier d'extrême droite ou d'extrême gauche. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en France. Mais à un moment donné, si on fait un débat sur l'immigration et en se basant simplement précisément l'immigration, qu'elle soit illégale ou pas, donc en fin de compte, on est sur les conséquences, mais pas sur les causes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, et même si on sait que beaucoup de personnes qui viennent irrégulièrement en France, je parle de ce cas-là, vont notamment tous ceux qui sont encore à Calais, parce qu'on oublie Calais, mais il y a encore des personnes qui essaient de passer. Et pour faire des maraudes le dimanche et discuter avec ces gens qui sont issus d'une immigration parfois illégale, ces gens-là n'aspirent pas à vivre en France. Je l'ai déjà dit ici, face à des gens du RN qui donnent des fausses informations aux Français en faisant croire que ces gens-là veulent remplacer les Français à tous les niveaux. C'est totalement faux. La plupart des gens qui viennent ici illégalement passent en France et veulent aller en Angleterre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller aux causes. Pourquoi ces gens-là passent par la France ou pourquoi certains d'entre eux veulent vivre en France? Tout simplement parce que ces pays, à l'origine, notamment en Afrique, moi je parle des pays qu'on connaît par rapport à l'histoire de la France, tous ces pays-là veulent aller parce que ces pays-là sont déstabilisés économiquement, politiquement. Et la France aussi a sa part de responsabilité. On le voit avec la situation du Niger, mais avec le Mali, on peut en parler, avec l'Algérie, les pays du Maghreb. Donc à un moment donné, il faut que la France elle change sa façon de traiter ces pays-là. Il faut un vrai rapport d'égal à égal avec ces pays-là qui ont des ressources. Mais une population pauvre. La France en profite et on le sait très bien. Donc à un moment donné, il faut se dire les choses. Oui, il faut travailler avec ces pays qui ont des ressources, mais de façon égalitaire. Donc plutôt que de payer les pays proches pour qu'ils fassent les gardes-frontières, mieux vaut en tout cas. Il faut arrêter de les déstabiliser. Il faut arrêter de les déstabiliser, tout simplement. La réponse déjà de notre invité Alexis Isard, député Renaissance de l'Essonne. Oui, merci. Je vais répondre à cette intervention et à celle de la dame juste avant en même temps. Laurence qui est avec nous. Si les migrants passent par la France et veulent aller en Angleterre, c'est pour une raison assez précise, c'est qu'en Angleterre, ils vont trouver plus facilement du travail. Et ça, c'est la suite de la tribune du président où il explique qu'il faut mieux intégrer ces personnes-là. Après avoir fait la distinction en disant bien que on ne pouvait pas faire un lien entre les violences qu'il y a eu lors des émeutes et l'immigration, il a dit qu'il fallait mieux intégrer par l'école et mieux intégrer par le travail. Il dit quelque chose de très précis dans sa tribune, c'est de dire qu'il est très difficile d'intégrer par le travail lorsqu'il est de fait, difficile de trouver du travail comme c'était le cas pendant de nombreuses années avant. Et c'est pour ça, madame, que vous avez tort en disant que les migrants viennent en France pour occuper des emplois. On est parti d'une situation où il est très difficile de trouver du travail à une situation où chaque chef d'entreprise rêve de trouver des salariés. Donc aujourd'hui, il est beaucoup plus simple de trouver du travail et c'est par cette voie-là qu'il faut intégrer les populations qui arrivent sur notre territoire et qui sont en capacité de le faire, et également massivement par l'école et la formation. Philippe Bouriaki. Il met les pieds dans le plat et à un moment donné, il faut qu'on ait ce débat de façon apaisée, vraiment apaisée. Écoutez, parce que je crois que c'est ce qu'on est en train d'avoir ici. Ici, en tout cas, c'est ce qu'on fait. Soit des désaccords, en dehors, c'est très hystérisé et puis surtout une frange qui aimerait qu'on s'entretue entre nous jette de l'huile sur le feu en essayant de stigmatiser. Tout à l'heure, j'ai entendu une immigration qui pose des problèmes. Non, c'est pas une immigration qui pose des problèmes, c'est des individus qui posent des problèmes. Et il y a aussi des individus français qui posent des problèmes. Donc ils sont tous, ces gens-là, ces délinquants, ces voyous, ils sont tous dans le même panier et je ne fais pas de différence. Par contre, on a une immigration importante qu'on a été chercher. Aujourd'hui, si dans les urgences on est reçu, on est content d'avoir ces médecins qui viennent du Maghreb, qui viennent d'Afrique, parce que s'ils n'étaient pas là, ça serait mais carrément le dans le BTP, dans le BTP, dans l'hôtellerie, dans beaucoup de secteurs. Rappelez-vous au moment de la Covid, ces hommes qu'on voyait derrière ces bennes en train de courir et de décharger nos poubelles, les premiers de corvée, on était très content de les avoir. Par contre,
effectivement, à un moment donné où on est sous tension, je rappellerai le taux de chômage qui est quand même très important, il faut aussi se poser les bonnes questions. Est-ce que, Nicolas Sarkozy avait proposé sur des quotas, comme ça se fait dans plein de pays, au Canada, en Australie, aux États-Unis, il y a des normes de quotas sur des métiers sous tension, etc. Est-ce que c'est pas une piste qu'il faudrait réfléchir et s'asseoir de manière des quotas calme, par métier, par secteur d'activité, comme au Canada, on priorise l'intelligence. Tout à fait. Mais ça n'empêchera pas l'immigration illégale de venir, celle qui ne correspondra pas à ces critères, et que manifestement on n'arrive pas à réguler. Parce que si vous acceptez, par exemple, je dis au hasard des médecins, et que vous dites pas de charpentier, prenons un exemple absurde, ça n'empêchera pas des charpentiers de venir. Bien sûr, mais ils viennent comment? Ils viennent par des filières. Il faut s'attaquer aux filières. Si vous attaquez pas les filières et que vous attaquez les pauvres personnes qui fuient la misère, et de toute façon c'est dans nos gènes, la migration. On a toujours migré pour aller chercher pitance là où elle se trouve. Donc si on n'attaque pas ces filières et de manière concrète avec les pays concernés où ces filières s'organisent, ça ne pourra pas fonctionner. Alexis Isard, puis Rodrigo Arenas. Ouais, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et sur les quotas, c'est quelque chose qui est prévu d'être proposé, en tout cas dans le projet de loi immigration du gouvernement, quelque chose qui se veut équilibré avec pas de donner automatiquement la nationalité à quelqu'un qui vit en France pour effectuer un emploi dont on a besoin. C'est de donner un titre de séjour provisoire d'1 an renouvelable si cette personne qui arrive effectue toujours cet emploi-là et a prouvé qu'elle faisait partie du pacte républicain français. Philippe Bourriaqui. Alors justement, moi j'ai été interpellé par des administrés, et monsieur le député, je pense que ça doit être la même pour vous. C'est déjà le cas, les titres de séjour renouvelables. Ça pose de grosses problématiques, parce que je vous assure que quand vous allez en préfecture ou sur leur portail pour essayer de prendre un rendez-vous, vous ne pouvez pas. Et surtout ce que je ne savais pas, et que je viens d'apprendre, par contre ça je trouve ça scandaleux, ça coûte 200 € à ces pauvres personnes qui essayent de pouvoir vivre dignement. Donc ça, 1 an, c'est juste pas possible. 3 ans, ça me semble un quote-part intéressant, et revoir sur les prix, parce que là on se fait du fric sur des gens qui sont dans une situation de détresse totale. Alexis Isard, puis Rodrigo. Oui. Non, ce que je veux dire, pourquoi pas débattre sur la durée de ce titre, c'est ce qu'on va faire à l'Assemblée nationale, mais sur le tarif, je veux dire, vous faites n'importe quelle procédure, vous allez payer un timbre fiscal d'un certain montant, c'est normal qu'on paye les coûts d'administration. 200 €, monsieur le député, pour des gens qui sont en situation de précarité et de fragilité, c'est pas possible. Mais vous savez, la population migrante n'est pas forcément une situation, ne sont pas tous en situation précaire. Vous parlez de médecins, il peut y avoir des médecins, il peut y avoir des professions qui sont tout à fait bien rémunérées. Je rappelle que les médecins demandent souvent sur Sud Radio l'augmentation de leur propre consultation, mais c'est un autre débat sur lequel on reviendra. Rodrigo Arenas. Oui, moi j'entends le débat qui est posé sur la table sur l'immigration choisie ou l'immigration subie. C'est une vieille antenne qu'on voit sur des affiches qui d'ailleurs n'était pas normalement celle qui était portée par les députés d'Emmanuel Macron, mais je l'entends qu'il y a une évolution de ce côté-là. Je pense que les députés ou les ministres qui avant venaient du Parti Socialiste doivent être très inquiets sur leur passage de l'autre côté du Rubicon, mais après tout ça leur appartient. En revanche, mon propos viendra plutôt sur l'idée que partout dans les pays où cette immigration choisie a été mise en œuvre, vous parlez du Canada, mais on peut aussi parler des États-Unis où la green card n'est pas accessible aussi facilement qu'on le pense, et bien ça n'empêche elle ne l'est plus, et ça n'a jamais été une situation d'open bar dans les frontières états-uniennes. Et bien il semblerait que ça n'empêche ni l'immigration clandestine et ni non plus l'exploitation sur le territoire fédéral. Donc je pense qu'à un moment donné, dans la situation dans laquelle se trouve la planète, il faut élargir un peu son esprit, c'est-à-dire les questions climatiques. On parle de la chaleur ici, mais elle existe aussi ailleurs, et pas seulement de l'autre côté de la Méditerranée. Je pense que c'est une question qui se pose à l'échelle de la planète. Moi je viens d'Amérique du Sud, je suis issu de cela. Donc il faut aussi ouvrir son esprit là-dessus. Et bien les propos qui sont tenus et les solutions qui sont proposées ne sont de nature ni à répondre à la problématique, et qui vont davantage précariser ces personnes qui sont déjà en situation de détresse. Maintenant, là où dernier point que je voudrais aborder avec vous, tous les démographes à l'échelle internationale, mais notamment les démographes français, sont unanimes sur cette question-là. Plus vous avez un pays qui se développe, et bien plus vous immigrez loin. Ce qui veut dire que l'essentiel des migrations aujourd'hui à l'échelle de la planète se situe dans la région autour du lieu où on habite. Donc c'est faux de penser qu'on va être envahi par des hordes pauvres, sauvages, ou qu'on imagine d'une façon très tribale venir en France, parce que ceux qui arrivent sont précisément soit ceux qui ont les moyens de s'endetter pour le faire,
ceux qui ont les moyens de le faire. Et en l'occurrence, cette immigration que vous venez, monsieur le député, chers collègues, de mettre en avant, c'est-à-dire ces médecins qui émigrent, il me semble que nos systèmes de santé en ont fortement besoin et que ce n'est pas seulement ça l'immigration, ce sont aussi ceux qui travaillent de façon légale et parfois de façon clandestine, mais ils travaillent parce qu'ils ont des fiches de paye dans les restaurants que nous fréquentons, nous-mêmes en tant que députés, parfois par ignorance. Donc il y a un échec manifeste des politiques de migration depuis des années dans notre pays et je pense que nous ne nous honorons pas d'avoir ce débat sous cet angle-là parce que ce n'est pas ça l'histoire de la France. En tout cas, ce n'est pas la France de la République que j'ai adoptée et qui m'a formé dans les écoles de la République et qui me fait être une France généreuse, y compris avec vos intervenants autour de la table qui portent cette question-là depuis de très nombreuses années et qui luttent contre les stigmatisations qu'on entend en ce moment. Alexis Isard. Oui, mais ce que vous venez de dire, il y a beaucoup de choses vraies dedans. Et c'est pour cette raison que je vous disais au tout début que faire un projet de loi immigration, c'est pas forcément être d'extrême droite, c'est aussi de donner un cadre plus simple pour des personnes qui veulent venir en France avec des conditions. Alexis, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il est très difficile d'aller renouveler un titre en préfecture, il est très difficile d'obtenir des papiers lorsqu'on est totalement en règle. Et en tant que député, on en reçoit énormément des personnes qui viennent dans notre permanence pour obtenir de l'aide alors qu'ils sont tout à fait en situation régulière. C'est aussi ça de faire un projet de loi immigration. Et vous ne pouvez pas nous dire que nous ne devons pas être plus fermes pour des personnes qui sont en situation irrégulière sur notre territoire et qui commettent des crimes et des délits. D'accord. Effectivement, alors ça c'est peut-être un aspect qu'on pourrait aborder aussi parce qu'on en a très peu parlé malgré tout. Ce fameux terme OQTF, elle en parlait tout à l'heure, Laurence, obligation de quitter le territoire français. Comment on fait pour que quand la France prend une décision, à savoir vous avez l'obligation de ne pas rester là, eh bien cette décision soit appliquée? C'est toujours pareil. Il faut aussi que les pays qui sont d'où les personnes sont originaires acceptent de les reprendre. Et en général, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure, il faut revoir tout le dossier de A à Z, c'est-à-dire la relation qu'on a avec ces pays. Y compris avec moi, je prends l'exemple de l'Algérie parce que je suis aussi algérien. À un moment donné, c'est comme pour l'histoire de la colonisation. À un moment donné, si on veut parler, là aussi, il faut avoir un débat apaisé. Il faut surtout avoir la volonté de régler le problème. Et je suis pas sûr que d'un côté comme de l'autre, du côté algérien comme du côté français, il n'y a pas réellement cette volonté parce que il y a aussi des éléments politiques assez particuliers, des enjeux aussi internationaux. Question qui vous concerne aussi, Philippe Bourriac. Vous êtes en OQTF, vous ne pouvez plus circuler sur le territoire français. En théorie, oui. En théorie. Mais ça veut dire que dès maintenant, il faut qu'il y ait des endroits où ces gens-là soient de manière digne et humaine, parce que nous sommes le pays des droits de l'homme. Donc les moyens, mais il n'y a pas les moyens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus circuler librement sur le territoire et ils sont pas dans des camps de rétention. On ne va pas les enfermer dans des centres de rétention, mais ils ne peuvent pas là aussi. Jusqu'à ce que l'Algérie accorde un laissez-passer consulaire si elle n'a pas envie de le faire. Mais c'est aussi la capacité, c'est aussi simplement la partie diplomatique. C'est aussi la capacité. Si on a une personne qui ne se conforme pas aux lois de la République et qui pose un problème de sécurité ou de sécurité totale pour nos concitoyens ou pour nos biens, il ne peut pas se balader librement dans notre pays. Enfin, oui, donc on l'enferme, mais là aussi tu ne peux pas le mettre en prison parce qu'on n'a pas aussi les moyens. Justement, on le fait déjà pas pour les Français qui sont délinquants. La quadrature du cercle. Vous l'aurez compris, c'est la raison pour laquelle ce débat n'est pas terminé. Mais en tout cas, sur Sud Radio, on peut les mettre en zone d'attente, en transit en sur Sud Radio, en tout cas, ce débat est terminé. On en reparlera avec vous aussi, Alexis Isard. Merci d'avoir pris la parole sur Sud Radio, député Renaissance, je le rappelle, du département de l'Essonne. On vous redonnera la parole sur ce sujet puisque de toute façon, le projet de loi immigration sera bientôt porté à l'Assemblée nationale. Merci à Laurence, restez avec nous. Je suis désolé, vous avez très peu parlé, mais restez avec nous depuis l'héros 0826 300 300. On vous retrouve dans un instant. On va essayer de se détendre un petit peu avant de reprendre l'actualité qui est toujours dramatique en France. Audrey. Les vraies voix de l'été sur Sud Radio. Il fait toujours chaud. Allez, nous sommes avec Laurence depuis l'héros. Comment ça va, Laurence ? Ça va. Par contre, j'ai une petite anxiété pour le jeu, c'est que je n'ai absolument pas mémorisé le nom des gens présents. Mais c'est pas grave, je vais vous les réciter, on va y aller tranquillement. Ne soyez pas anxieuse sur Sud Radio. Il est interdit d'être anxieux, sachez-le. Alors, ceux qui bavardent en ce moment, ce sont ceux qui sont en studio. Celui qui vient de rigoler, c'est Philippe Bourriaki. Nous avons donc Philippe, nous avons Nadir Kaya qui est également dans le studio et nous avons à distance, dans une autre étuve, Rodrigo Arenas depuis la Drôme. Je vous laisse choisir, Laurence, une des trois. Alors moi, je choisis Nadir parce que les gens qui sont dans l'associatif et qui donnent d'eux-mêmes ont souvent une culture politique hallucinante et une culture du réel. Mais ça, c'est très beau. Mais alors, merci pour la flatterie. Je vais être obligé de m'excuser, ma chère Laurence. Le niveau de culture politique de mes questions n'est peut-être pas si élevé que ça. On va voir. C'est pas grave, on va s'en sortir. Allez, tout de suite, c'est parti. Il nous met la pression, Jean-Marie, là.
Tout de suite, c'est parti avec une première question. Ça vient de se passer tout près de La Baule. C'est une actualité qui s'est vraiment produite. Une histoire en apparence banale. Un conducteur en excès de vitesse à 178 km/h sur une route départementale et sous cocaïne s'est fait saisir son Porsche Cayenne, un véhicule de luxe. Question, d'après vous, et je vais vous donner 3 possibilités, pourquoi ce cas a particulièrement étonné la justice? Alors, réponse numéro 1, parce que le conducteur est mineur. Réponse numéro 2, parce que le conducteur est centenaire. Réponse numéro 3, parce que le conducteur est au RSA. D'après vous? RSA. Oui, c'était bien ça, oui, effectivement. Sans travail depuis 3 ans, titulaire du RSA, cet homme de 29 ans venait de récupérer son permis de conduire en février. Il a écopé de 10 mois de prison avec sursis, 300 € d'amende. Il a justifié son dépistage positif par sa fête d'anniversaire 2 jours plus tôt et son excès de vitesse par le fait qu'il avait, je cite, oublié de donner un médicament à son chien et que ce dernier risquait la mort. Il a promis à la justice de ne pas recommencer. Bon, voilà. Un point pour Laurence. Deuxième question, ça s'est passé à Barcelone. Un Catalan a été interpellé et il a reconnu avoir commis plus de 200 vols sur la même plage de la ville en quelques semaines. Question, d'après vous, je donnerai 3 possibilités. Comment il a été confondu par les forces de l'ordre? Réponse numéro 1, parce qu'il a tenté de dépouiller un policier en civil qui l'attendait. Réponse numéro 2, il a expliqué toutes ses techniques de voleur dans un reportage télé. Réponse numéro 3, eh bien, des enfants ont découvert la cachette où il stockait ses larcins sous le sable. D'après vous, c'est quoi? La 2, moi. Oui, c'est ça. Effectivement, il est passé à la télé, filmé par la caméra. Il a dévoilé sa technique pour voler un sac à dos sur la plage de Barceloneta. On apprend à beaucoup de choses à la télé. Il expliquait d'ailleurs, je cite, dès que j'arrive sur la plage, je ne pense qu'à la première serviette vide que je trouve. Je prends le sac à dos et je pars. Voilà, il s'est fait pincer. Dernière question, et ça s'est passé à Saint-Malo. C'est assez étonnant. Quel animal un pêcheur a eu la surprise de voir nager vers lui en pleine mer à 3 km des côtes? Un dauphin. Réponse numéro 1, un requin. Baleine. Réponse numéro 2, une méduse tropicale. Réponse numéro 3, un sanglier. Un sanglier, non? Un sanglier à 3 km. Non, c'est pas vrai. Bravo, si. Un sanglier à 3 km de la côte. Ça, on s'est approché de lui, raconte le pêcheur. Il en a fait autant, il nageait très vite dans notre direction. On avait l'impression qu'il voulait monter à 3 bord. 3 km de la côte. 3 km, oui. Et les cochons, ça nage, sachez-le. En tout cas. Bon, écoutez, vous avez gagné toute notre estime, Laurence, pour citer à nouveau les inconnus. Bravo à vous. Restez avec nous. Bon, vous allez supporter le 2e heure, ça va? Vous avez de l'air? Laurence? Oui, bon. Tout va bien. J'espère pouvoir parler plus largement de l'école, qui est mon domaine de prédilection, sur lequel il y avait beaucoup à dire quant à l'immigration. Eh bien, écoutez, on va parler de l'école, on va parler de tout ça. C'est très intéressant et on en parlera notamment avec vous au 0826 300 300. Coup de projecteur sur l'école et notamment l'enseignement de l'histoire géo. Est-ce qu'il faut tout changer dans l'enseignement de l'histoire à l'école? On va en parler. Mais avant ça, on va retourner à Nîmes où un nouveau jeune homme a été malheureusement tué. La guerre des gangs continue au quartier Pisevin. Témoignage juste après le journal de 18h. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été sur Sud Radio, entre les gouttes mais sous la chaleur malgré tout jusqu'à 19h. Nous sommes toujours avec Philippe Bouriaki, co-porte-parole de l'écologie au centre. Nous sommes toujours avec Nadir Kaya, président de Banlieue Plus et nos quartiers. Nous sommes avec Rodrigo Arenas dans son étuve depuis les universités d'été de la France Insoumise, député insoumis de Paris. Toujours là, Rodrigo ? Oui, absolument. Vous arrivez à supporter la chaleur? Tout va bien. Et vous savez, le climat est très apaisé, donc ça compense la chaleur extérieure. Effectivement, c'est pas ce qui nous avait semblé, en tout cas, sur ce qu'on avait dit des amphis d'été. Faut pas écouter les médias. Faut pas écouter les médias. On va arrêter de vous écouter, puisque vous parlez sur l'un d'entre eux, en tout cas, mon cher Rodrigo Arenas. Mais je parlais pas du vous, sinon je serais pas là. Exactement. Vous avez bien fait d'être sur Sud Radio. Vous êtes bien sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 19h au programme. L'histoire géo. Faut-il changer l'enseignement de l'histoire à l'école? Revenir à un enseignement chronologique? C'est ce qu'appelle à faire Emmanuel Macron dans son interview de donner à nos confrères du magazine Du Point. On va en débattre à 18h30. On va aussi faire le tour des actualités qui ont retenu l'attention de nos vraies voix, notamment Nadir Kaya qui a un vibrant hommage à faire au jeune Fayed qui est mort il y a quelques jours dans le quartier Pisevin de Nîmes. Mais justement, le quartier Pisevin est encore endeuillé. C'est pour ça qu'on y va tout de suite. Les vraies voix Sud Radio. On a beaucoup parlé de cet enfant de 10 ans qui a reçu une balle perdue. Quand je dis balle perdue, c'est qu'elle ne lui était pas destinée au cours d'une fusillade au quartier Pisevin de Nîmes. C'était il y a 2 jours. Eh bien, sachez qu'un nouveau jeune homme de 18 ans a été tué par balle cette nuit au quartier Pisevin. Dans ce même quartier, ça s'est passé au cœur de la nuit.
quartier où est pourtant déployée la compagnie CRS 8 qui est censée justement empêcher ce genre d'événement. On est en direct sur Sud Radio avec Raouf Azouz. Bonsoir à vous. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous êtes le directeur du centre social des 1000 couleurs au quartier Pisevin de Nîmes. On vous avait entendu sur Sud Radio dans le Grand Matin de Benjamin Glaise il y a 2 jours pour parler du jeune Fayed. On pensait que ça allait s'arrêter. Vous disiez que les CRS de la CRS 8 justement avaient poussé les dealers à se cacher. Ils ont encore échangé des coups de feu cette nuit et un jeune homme de 18 ans est mort. J'imagine que l'émotion est à son comble. L'émotion est à son comble et on est dans l'horreur complète parce que les habitants ont cru qu'avec la CRS 8 les choses se calmeraient, mais apparemment c'est un bras d'honneur des dealers par rapport à la police qui malgré leur présence continuent à vendre leur drogue et continuent à s'entretuer. Ils le font au vu et au su de tous ou ils le font dans des endroits qui sont inaccessibles pour la police ? Le quartier Pisevin est en pleine rénovation urbaine, donc c'est vrai que c'est une vraie souricière, il y a plein de passages. Donc c'est vrai qu'effectivement, soit dans les cages d'escalier, soit dans les garages, soit dans les sous-sols, donc ils le font discrètement. Discrètement, mais pourtant, à 3h40 du matin, rue Lully, dans ce quartier, les secours ont été appelés. Sur place, la police qui a retrouvé plusieurs types de calibres différents qui témoignent quand même d'une certaine violence. 3 cartouches de type 45 auto, 13 cartouches de type fusil d'assaut. C'est pas si discret que ça. C'était au cœur de la nuit, par contre. La CRS 8 est partie apparemment vers les 2h du matin et juste après, il y a eu des règlements de compte. Et aujourd'hui, la population, ils sont désemparés, ils s'interrogent. Et même si la police n'arrive pas à faire cesser ces trafics et ces règlements de compte, qu'est-ce qui va se passer? Donc tout le monde s'inquiète. Je crois que la préfecture a reçu plus de 400 demandes de relogement. Beaucoup de familles veulent quitter le quartier, ils ont peur que leurs enfants reçoivent une balle perdue. Donc là, c'est vraiment la peur au ventre tous les jours. Oui, effectivement, et c'est pas étonnant. Comment se concrétise cette présence de la fameuse compagnie CRS 8 au jour le jour? Ils circulent, ils sont armés jusqu'aux dents et ils circulent à travers le quartier, la galerie Richard Wagner qui est la plaque tournante de la drogue. Et voilà, ils interpellent des personnes, ils contrôlent l'identité et lorsqu'effectivement ils voient des jeunes qui dealent, ils essaient de les arrêter. Effectivement, mais sauf que quand ils partent la nuit à 2h du matin, ça peut recommencer, c'est ça? Tout à fait. J'imagine que votre première hantise, c'est que ça recommence exactement de la même manière cette nuit. Un nouveau doigt d'honneur, disiez-vous, des trafiquants à la police pour montrer que dès que les policiers repartent, ils sont chez eux, quoi. Ils estiment que c'est leur territoire, que leur territoire est conquis et que ça leur appartient et que aujourd'hui personne ne pourra les déloger, que ce soit ni la population, ni la CRS 8, ni le RAID, apparemment qui risque de venir demain aussi. Donc si le RAID vient demain, ça voudrait dire que ce n'est plus de la petite délinquance, mais c'est du grand banditisme. Oui. Donc quand je dis que Nîmes est devenue la plaque tournante de la drogue et la banlieue marseillaise, je pense que mes propos se vérifient. Qu'en pensent ceux qui sont vraiment chez eux sur leur propre territoire, c'est-à-dire vous, vos voisins, votre famille peut-être, c'est-à-dire les habitants de Pisevin? Qu'est-ce qu'ils pensent de ces trafiquants? Ils ont peur, ils ont peur, c'est l'omerta, ils ont peur des représailles, ils ont peur d'être agressés, ils ont peur d'être agressés, de recevoir une balle perdue. Donc, et c'est ça qui me chagrine, c'est qu'à un moment, voilà, on a laissé l'espace public à ces personnes, et aujourd'hui, voilà, ces délinquants ont compris que la population avait peur d'eux, et ils en profitent. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous qui dirigez un centre social? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la police peut faire, d'après vous? Quand je vois ce qui s'est passé hier, je me dis ça va être compliqué. Donc c'est vrai que nous, centre social, on promeut le pouvoir d'agir, la participation des habitants, être acteur de sa vie, de sa société. Là, quand je vois que la peur s'est installée et que les gens se recroquevillent chez eux, quand je vois que les températures dans ces immeubles, c'est horrible. Quand les familles empêchent leurs enfants de sortir dans ces chaleurs, et je me dis ça va être compliqué aujourd'hui d'arriver à faire passer ce message d'espoir aux familles en disant il ne faut pas avoir peur, il faut aller déposer plainte. Quand je pense que les gens sont habitués aux tirs de Kalachnikov et que très peu appellent la police. Lorsque le jeune Fayed est mort, je crois qu'il y a eu un seul appel à la police. Alors que tout le monde a filmé, tout le monde a pris des photos. Alors mais personne n'a eu le courage de téléphoner. Il y a 17 000 habitants dans ce quartier de Pisevin. C'est une ville, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est une ville dans la ville. C'est énorme. C'est la plus grande ville du département du Gard. Voilà. C'est un quartier, c'est le plus grand quartier du département du Gard. 17 000 18 500 habitants avec Val-de-Gour. Exactement. C'est considérable. Et malgré tout, vous le disiez, un seul appel. Ce qui est quand même incroyable.
les gens malheureusement sont habitués aux cris de singe que la police déchouffe, sont habitués maintenant au tir de Kalachnikov, voilà, et quand on s'habitue à ça, j'ai peur que c'est un non-retour, quoi. Ouais, vous êtes de l'autre côté de la ligne de front dans cette guerre des drogues. Effectivement, tiens, vous avez un député qui est en direct avec nous, c'est Rodrigo Arenas. Est-ce que vous avez un message à faire passer à la représentation nationale ? Oui, les députés votent des lois. À un moment, je me dis que dans ces quartiers-là, où ces députés aussi votent les budgets pour la rénovation urbaine, à un moment, il y a 600 millions d'euros qui ont été injectés. La rénovation urbaine est très lente à se mettre en place. On nous a promis des quartiers d'avenir, des quartiers où le cadre de vie serait la règle, où on aurait une meilleure éducation, où on aurait des médecins, où on aurait une sécurité. Aujourd'hui, à Pissevin, on n'a pas de poste de police, on n'a pas de police. Les médecins vont quitter le quartier parce qu'ils n'ont pas de maison médicale, ils ne peuvent pas travailler. Voilà, je me dis que ces quartiers-là, c'est la triple peine. Et en plus, les habitants, en tout cas 400, disiez-vous, demandent de relogement. Les habitants ont envie de partir pour certains d'entre eux. Rodrigo Arenas. Écoutez, si on parle de la question du trafic de stupéfiants, il y a mon collègue Christophe Bex qui est en train de mettre en place un groupe de travail sur la question de la dépénalisation, notamment du cannabis, qui est un vrai sujet aujourd'hui du système de prohibition dans lequel est notre pays et qui entretient des trafics de plus en plus florissants à l'échelle internationale. Et moi, je pense que oui, votre interlocuteur a tout à fait raison. On ne peut pas demander aux habitants de faire république et de faire respecter, j'ai envie de dire, une sorte de solidarité quand l'État n'est pas solidaire avec eux. On ne peut pas créer des zones de droit quand on crée à l'échelle nationale des zones de non-droit. Et moi, je tiens à remarquer quand même que tous les pays que je peux connaître, comme le Mexique notamment, dans lequel les présidents de la République ont voulu faire la guerre au trafic, aucun ministre de l'Intérieur n'aurait tenu aussi longtemps que M. Darmanin, qui est en échec sur ces questions-là. Donc je pense qu'il faut mettre des gens sérieux à l'échelle nationale pour prendre ces problèmes à bras-le-corps et pas simplement sous l'ordre répressif. J'ai en mémoire la ville de Sevran, dans lequel il y a des compagnies de CRS qui ont élu à demeure à domicile pendant plusieurs mois. Ça a coûté des millions d'euros à l'État, mais ça a réglé les questions pendant un certain nombre de temps. Pendant un certain nombre de temps, oui, mais c'est revenu. C'est revenu parce que ce n'est pas le tout répressif qui règle la question. C'est comment est-ce qu'on refait société ensemble, et il faut prendre acte que dans ces quartiers-là, il y a un abandon, et que quand j'entends ceux qui pensent que c'est un problème d'immigration, ils ne sont pas éloignés de la question. Ils sont aux antipodes des solutions à trouver, parce que ce phénomène est un phénomène international, n'est pas un phénomène français, et c'est à cette échelle-là qu'il faut réfléchir, parce que les trafics se réfléchissent à cette échelle-là. Écoutez, on va en reparler dans un instant. Merci beaucoup Raouf Azouz, directeur du centre social des 1000 couleurs au quartier Pissevin de Nîmes. Soyez prudents ce soir surtout. Je serai prudent, ne vous inquiétez pas, merci. Mais bon courage à vous, surtout, et à vous tous, aux 17 000 âmes qui peuplent ce quartier Pissevin en proie à une guerre des gangs, manifestement, qui a la volonté, et une guerre de gangs qui ont la volonté de bien montrer qu'ils continueront à s'entretuer malgré la présence de la police. On va en parler dans un instant. Si un jeune de 18 ans est mort cette nuit à Pissevin, il y a 2 jours, c'était un enfant de 10 ans qui avait reçu une balle perdue, et c'est Nadir Kaya qui veut lui rendre hommage dans un instant sur Sud Radio. Les vraies voix sur Sud Radio avec Rodrigo Arenas depuis son étuve dans la Drôme aux universités d'été de la France Insoumise. Nous sommes également avec Nadir Kaya et Philippe Bouriaki. Tout de suite, c'est Nadir Kaya qui veut rendre hommage au jeune Fayed. Il avait 10 ans. Il a été tué d'une balle perdue dans ce fameux quartier Pissevin de Nîmes il y a 2 jours. Alors, c'est pas tout à fait un hommage parce que, bien évidemment, je ne le connaissais pas, mais cette tragédie, moi, me touche parce que je suis parent, j'ai des enfants et ma dernière a 10 ans également. Mais derrière tout ça, c'est aussi la situation des quartiers populaires et cette violence autour des trafics de drogue qui ne cesse de tuer des gens et des jeunes depuis quelques années maintenant et depuis quelques mois dernièrement. J'écris ce texte sur ma banlieue et ces tragédies d'aujourd'hui en écoutant Karim Kassel avec sa chanson Banlieue de 1983. Oui, 1983, elle a 40 ans, comme le temps passe vite. C'est une chanson qui a encore écho en moi car elle peignait un cadre de vie et un avenir incertain pour certains jeunes, avec une mélodie envoûtante et chargée d'émotions et de souvenirs de mon enfance. Et quand je vois qu'aujourd'hui nos banlieues sont encore dans des logiques de faillite humaine et politique, je me dis que rien n'a changé ou va changer. Faillite humaine et politique dans le sens où globalement une minorité de délinquants et de politiciens escrocs nous imposent encore leurs règles, leur violence ou leur incompétence, en nous enfermant dans une prison virtuellement si réelle par ces tragédies comme celle de Nîmes.
Nîmes, où le petit Fayed, 10 ans, l'âge de ma fille, a trouvé la mort en croisant la route nocturne d'un barbare assoiffé de sang et de drogue, de pouvoir et de croyances éphémères. Fayed n'avait rien à voir avec ces trafiquants, ces criminels, ces enfants perdus de la République qui ne vivent que de trafic et de violence. Je suis en colère comme jamais. Et pourtant, son père, Fayed, a déclaré avec une grande dignité dans un média ne pas avoir de haine, de soif de vengeance, que c'était son destin. Vous vous rendez compte à quel point ces paroles sont fortes de leçons de vie, mais surtout d'enseignement. Tout acte de notre existence doit nous apporter logiquement et nous élever sereinement. Alors quand j'entends le père du petit Fayed, l'espoir ressurgit. Oui, ressurgit, car il y a de quoi s'effondrer face à ce énième drame. Je veux aussi nous questionner et nous, nous, citoyens français, habitants des quartiers dits populaires, combien de morts à Marseille faudra-t-il pour se réveiller tous ensemble? Combien de Fayed faudra-t-il attendre pour ne plus accepter ces logiques de violence? On ne peut pas tout attendre de l'État ou de notre police. Je sais qu'historiquement, en banlieue, on a été conditionné pour ne voir que par le prisme du racisme et des inégalités sociales. Mais je veux juste dire par ces mots et mon état de colère, ma réalité, ma pensée. Cette réalité, c'est que les violences dans nos banlieues, liées au trafic de drogue, aux guerres de bandes et toute autre logique de violence, dite classique, ont fait plus de victimes que le racisme et les inégalités sociales. Donc à un moment de notre vie, il faut chercher à être honnête avec soi-même, mais aussi et surtout avec les autres, et avoir le courage de regarder en face ces réalités qui tuent et tuent même des enfants. J'ai connu nos banlieues avec une vraie mixité sociale, avec des sourires et des rêves d'un monde meilleur. J'ai vu l'arrivée de la drogue début des années 80. J'ai vu tout doucement ce poison gangréner nos vies, nos familles, squatter nos espaces verts comme nos halls d'immeubles. Et c'est comme ça que la plupart des violences ont repeint nos bâtiments et nos cours. Beaucoup ont cédé à l'argent facile, même des parents ont délaissé leur dignité et leur rôle de parents. Avec le temps, dealer est devenu normal, au point d'en faire un job comme un autre et de le valoriser comme accès à la réussite. Sauf que cette réussite ne tient à rien. Elle impose de détruire tout autour de soi, ses concurrents comme sa famille. Car l'illicite est une maladie destructrice et faiseuse de malheur et de regrets. Alors par ce texte et surtout ce coup de gueule, mais aussi cet appel, je crois au jour où nous serons suffisamment nombreux pour éradiquer les trafics de notre quotidien, pour enfin peindre nos vies de tous nos talents dans la face de tous ceux qui vivent de violence et d'hypocrisie. La France est belle, son peuple est grand et divers. Il doit, main dans la main, consolider et conjuguer notre avenir pour léguer le bonheur à tous nos enfants. Et comment vous pensez justement pouvoir mettre un terme en un mot à ces trafics? Alors il n'y a pas de solution magique, c'est un tout. Il faut revoir toute la politique de l'urbanisme en France. Il faut que ces cités n'existent plus. Donc il faut repenser la France les raser, avec les ses populations. Il faut reconstruire. Il faut arrêter d'aller dans la verticalité. Il faut aller dans l'horizontalité. Il faut repenser et se mettre autour de la table avec toutes les personnes concernées. Merci Nadir Kaya. Tout de suite, l'autre actualité, elle est importante, elle est tragique, bien que lointaine. C'est la guerre en Ukraine, je le rappelle, l'invasion russe qui continue sur le territoire ukrainien. Et aujourd'hui, vous avez prévu, Philippe Bouriaki, de participer à une marche. Tout à fait. Alors, elle a commencé, mais j'irai les rejoindre tout à l'heure au Trocadéro, puisqu'il y aura un concert, il y aura une prise de parole de son Excellence l'ambassadeur d'Ukraine et de la maire de Paris, qui concluront par l'illumination de la Tour Eiffel aux couleurs de l'Ukraine. Je rappelle le bleu et le jaune. C'est le 32e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine. C'est un peuple ami, c'est un peuple frère. J'ai beaucoup d'amis et ce qu'ils vivent est juste inadmissible, inacceptable, comme pour d'autres peuples à travers le monde, bien évidemment. C'est pas parce que, comme certains le disaient dès le départ, ils nous ressemblent plus génétiquement, ou en tout cas de faciès, qu'on doit plus s'émouvoir pour eux que pour les autres. Mais c'est à 3000 km de chez nous, ils se battent pour leur liberté, pour la démocratie. C'est les portes de l'Europe, ce sont nos protecteurs. Et ils subissent l'impensable et ils se battent avec dignité, avec fierté. Ils ne demandent pas que nos enfants, nos boys aillent combattre à leur côté ou à leur place. Ils demandent juste qu'on leur donne des armes pour pouvoir repousser l'assaillant. Et donc je leur dis à tous et à toutes, je vous souhaite du fond du cœur une bonne fête de l'indépendance à tous les Ukrainiens et les Ukrainiennes partout dans le monde. Slava Ukraini et Roim Slava. Et sachez d'ailleurs que cette nuit, le renseignement militaire ukrainien affirme avoir mené une opération amphibie dans la Crimée, région annexée par la Russie en 2014, et affirme que le drapeau ukrainien
a flotté quelques heures pendant cette opération sur la Crimée à nouveau. Autre information, elle nous parvient à l'instant. Nous parlions de la mort d'Evgeny Prigojine, le patron de la milice privée Wagner. Eh bien, sachez que Vladimir Poutine vient de présenter ses condoléances à ses proches et qu'il salue, je cite, un homme talentueux mais qui a commis des erreurs. Fin de citation. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Retour en France dans un instant et retour à l'école puisque la rentrée approche. On va parler de l'enseignement de l'histoire. Nos ancêtres, les Gaulois, les châteaux forts. On va parler de tout ça dans un instant puisqu'on va revenir sur l'interview d'Emmanuel Macron. Faut-il changer la manière d'enseigner l'histoire à l'école? On en parle tout de suite avec vous tous au 0826 300 300 sur Sud Radio. Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été qui vont retourner à l'école dans un instant sur Sud Radio. Rodrigo Arenas, Philippe Bouriaki, Nadir Kaya, Laurence au 0826 300 300 qui est enseignante. Elle nous appelle de l'Hérault, c'est notre vraie voix du jour. Et vous vouliez beaucoup, Laurence, parler de l'école. Eh bien, on va en parler avec vous tous tout de suite sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Faut-il tout changer ou presque dans notre manière d'enseigner l'histoire à l'école? C'est un petit peu ce qu'on se dit lorsqu'on lit l'interview d'Emmanuel Macron dans Le Point. On va en parler avec notre invitée, Christine Guimonet. Bonsoir à vous. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes professeur d'histoire-géographie dans le Val d'Oise, secrétaire général de l'association des professeurs d'histoire-géographie. En tout état de cause, je suppose que vous enseignez aussi l'instruction civique? L'enseignement moral et civique. Pardonnez-moi, j'étais pas à l'école à la bonne époque. Voilà. Alors chez moi, c'était ECJS, éducation civique, juridique et sociale. Ça, c'est les acronymes de l'éducation nationale. Ouais, le sigle a beaucoup changé. On a eu éducation civique, puis ECJS au lycée parce qu'il n'y en avait pas. Et depuis 2015, le nouveau sigle, c'est EMC. Enseignement moral et civique. En tout cas, voilà ce que vous enseignez. Et si j'ose dire, qu'est-ce que vous avez pris? Parce que je vais lire les propos d'Emmanuel Macron dans son interview. Je veux que nous renforcions la formation de nos enseignants en histoire et en instruction civique. Vous n'étiez pas assez formée, Christine Guimonet? Je pense que nous le sommes beaucoup, parce que les professeurs d'histoire-géographie ont au minimum un Master 2. Nous avons des collègues qui sont doctorants, c'est-à-dire qu'ils préparent une thèse, et d'autres qui ont un doctorat, c'est-à-dire qu'ils sont docteurs d'État et ils enseignent dans le secondaire. Donc dire que les professeurs sont mal formés, c'est quand même assez surprenant. Après, il y a ce qu'on appelle la formation continue, qui a été tellement mise à mal depuis 2017 que l'association des profs d'histoire il prend toute sa part en organisant des journées d'études, des cafés virtuels, donne des ressources sur le site internet. La formation continue, elle est très importante. Et je ne pense pas, et personne ne le pense à l'association, que c'est en sapant régulièrement l'université, qu'en dégradant la formule des concours comme le CAPES, qu'on favorise une formation de bonne qualité. Alors en tout cas, Emmanuel Macron a parlé aussi de l'université en expliquant qu'il n'était pas nécessaire que tous les lycéens aillent forcément à l'université. C'est un autre débat, c'est pour ça que j'aimerais qu'on se ressente sur... Oui, c'est un autre débat, parce que chacun doit trouver sa voie. Mais voilà, donc recentrons-nous sur l'histoire, parce que ça intéresse tout le monde. J'aimerais qu'on revienne sur ce qu'il dit, notamment nous devons refonder les programmes des deux matières, c'est-à-dire histoire et instruction civique, c'est comme ça qu'il l'appelle lui. L'histoire doit être enseignée, dit Emmanuel Macron, chronologiquement, c'est-à-dire ça veut dire que c'est le cas. L'histoire est enseignée de manière chronologique. Donc je suppose que... Le Moyen-Âge avant la Renaissance. C'est ça, le chef de l'État n'a peut-être pas lu les programmes, ou peut-être qu'il fait comme s'il ne les avait pas lus, alors que nous sommes convaincus qu'il les connaît très bien. Donc peut-être qu'il y a un signal à lancer à une partie de l'opinion publique qui pourrait s'imaginer, à tort, que l'histoire n'est pas bien enseignée, qu'elle est mal enseignée. Et la question de l'enseignement de l'histoire, il faut savoir exactement de quoi on parle. L'enseignement de l'histoire est chronologique. Les élèves de 6e commencent avec la préhistoire et terminent en 3e avec la fin de la période contemporaine, c'est-à-dire ce qui se passe pratiquement aujourd'hui. Oui. Effectivement. Et lorsqu'ils arrivent au lycée, comme le lycée, c'est approfondir et développer ce qu'on a travaillé au collège, on repart avec l'Antiquité jusqu'à la veille de la Révolution française pour l'année de seconde. Ensuite, l'année de première, Révolution française, et on termine avec les sorties de guerre, c'est-à-dire 1920. Oui. Et en terminale, toujours chronologiquement,
On démarre avec la crise de 29 et on termine au 21e siècle. Donc tout est chronologique. Est-ce qu'il y a dans tout ce que vous venez d'énumérer, alors vous n'avez pas tout cité évidemment, mais c'est normal, vous n'auriez pas le temps, Christine Guimonet, est-ce qu'il y a des époques ou alors des thèmes que vous aimeriez voir abordés à l'école, alors je dis à l'école au sens générique bien sûr, et qui ne le sont pas et ce que vous regretteriez? Alors, on aurait voulu un petit peu plus d'histoire sociale, parce que l'histoire, ça n'est pas uniquement l'histoire politique, l'histoire diplomatique, l'histoire militaire. C'est un tricotage de tous les aspects de ce qu'on trouve dans une société. Vous n'avez pas la vie politique d'un côté qui serait totalement isolée de ce qui se passerait ailleurs. Et on sait très bien que les décisions qui sont prises par les souverains français, les empereurs et puis ensuite les hommes politiques lorsqu'on a la République, ne sont pas détachés de l'environnement géopolitique européen et ensuite mondial. La France n'a jamais vécu en autarcie. Donc parler davantage de ce qui se passe ailleurs dans le monde, et ça vous aimeriez que ce soit le cas? En fait, ce qu'il faut, c'est quelque chose qui soit équilibré, où on puisse parler de l'histoire de la France, dans son environnement européen, de l'histoire du monde. On a la particularité en France d'enseigner deux matières. On a l'histoire et la géographie, dont le chef de l'État n'a pas dit un mot. Voilà, c'est une spécialité française. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous n'allez jamais trouver un programme scolaire qui fasse l'unanimité. Ça c'est vrai aussi, et ça on est tous d'accord. Il y a toujours des critiques. Seulement, ce qui est important, c'est que les élèves comprennent ce que c'est qu'une démarche historique, qu'on n'est pas là pour donner une vérité ou une mythologie, on n'est pas là non plus pour raconter un roman. On va, à un moment donné du cours, expliquer l'histoire. On va les faire travailler sur des sources, parce que la source, c'est très important. Vous êtes journaliste, donc la source, pour vous, c'est fondamental. Eh bien, pour l'instant, c'est vous ma source en ce moment même. Quand vous avez une source, vous allez la confronter avec une autre, vous allez recouper. L'historien, c'est la même chose. C'est ça, quand il peut et quand il a suffisamment de sources. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne s'avance pas lorsqu'il ne le sait pas. Ce que je vous propose, ma chère Christine Guimonet, prof d'histoire géo, dans le Val d'Oise et secrétaire générale de l'association des profs d'histoire géo, c'est qu'on va débattre avec nos vraies voix qui sont avec vous, Philippe Bouriaki, Nadir Kaya et Rodrigo Arenas, mais on va aussi débattre avec tous ceux qui nous appellent au 0826 300 300 et qui sont nombreux. Quitte à ce qu'on soit pas d'accord, débattons. Patrick, d'abord, nous appelle de Bergerac. Vous êtes prof, Patrick, je crois, c'est ça? Oui, allô. Vous êtes prof de quoi? Je suis professeur d'histoire-géographie. Ah ben vous avez bien fait d'appeler, ça vous concerne. En quelle classe? Eh bien, de la 3e à la terminale. De la 3e à la terminale. Qu'est-ce que vous avez, comment vous avez réagi au propos d'Emmanuel Macron? Eh bien, écoutez, le président, je pense, ne connaît pas bien les pratiques pédagogiques qui peuvent se faire dans l'enseignement. Il a dû avoir une note de ses conseillers concernant les programmes, parce que les collègues et moi, et donc l'auditrice avant l'a dit très justement, nous avons déjà, voilà, tout à fait, nous avons déjà pris en compte consciencieusement la nécessité de mettre la chronologie au cœur de nos enseignements. Le système français a ceci de particulier qu'il recommence à 3 reprises la chronologie au primaire, au collège, on repart de l'Antiquité. On rembobine et on recommence, on rembobine et on recommence. Et à partir de la seconde... Qu'est-ce qui lui fait dire ça dans ce cas-là, Emmanuel Macron? Ce qui lui fait dire cela, à mon avis, c'est une position politique. Et en quoi c'est politique de dire qu'il faut de la chronologie? Eh bien, je peux vous répondre. Je pense que l'enseignement de l'histoire est un des enseignements les plus politiques qui soient, et que tous les gouvernements veulent à un moment donné essayer d'agir sur le contenu des programmes pour essayer de marquer peut-être, peut-être pas idéologiquement, mais de laisser une empreinte dans l'orientation, dans tel ou tel sens de l'enseignement de l'histoire. Mais ça, je peux comprendre, mais je vois pas ce qui est de politique. Alors, c'est pour ça que je vous pose la question, et en toute bonne foi, Patrick. Qu'est-ce que vous voyez de politique dans la manière qu'a Emmanuel Macron de dire il faut revenir à l'enseignement chronologique? En quoi, pour vous, c'est politique, et alors pour vous, en plus, politique manifestement dans le mauvais sens? Alors, pas forcément dans le mauvais sens, parce qu'il faut bien faire comprendre que l'enseignement de l'histoire et le choix des thématiques est éminemment politique. Je vous donne juste un exemple pour rebondir par rapport à ce que disait le district précédemment. Notre invité, oui. Christine Guimonet qui est avec nous. Tout à fait, Christine.
c'est qu'en fait, l'accent qui est mis sur l'histoire politique ou l'histoire sociale dépend du bord politique du gouvernement qui est en place. L'histoire politique, pour être schématique, sera plutôt mise en avant par un pouvoir de droite et l'histoire sociale par un pouvoir de gauche, clairement. Voilà. Ok. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on donne la parole à une de vos collègues, Patrick Laurence, qui est avec nous depuis un moment. Merci à vous, Patrick, en tout cas, prof d'histoire géo à Bergerac. Laurence, vous êtes prof, vous dans l'Hérault, vous étiez avec nous depuis le début. Vous êtes prof de quoi d'ailleurs? Je vous ai pas demandé. Je ne suis pas prof, moi je suis enseignante dans le premier degré où les contenus de programme ont été considérablement appauvris en histoire et en géographie. Donc j'entends ce qu'il... Comme on dit familièrement. Voilà, je suis maîtresse d'école. On va vous appeler madame. Voilà, vous pouvez, exactement. Et moi, je crois que la raison de ces propos-là tient essentiellement à un petit élément de langage qui précède, c'est le terme faire nation que l'on trouve qui est un élément de langage. Et donc, il fallait trouver un outil simple. Donc, l'enseignement de l'histoire serait l'universel panacée pour tous nous rassembler derrière. Alors, bien évidemment, dans le premier degré, quand vous avez comme leçon de géographie habiter un écoquartier et que vous ne savez même pas où sont les montagnes et les fleuves de votre pays, je comprends que la conscience de votre territoire est un peu compliquée. Mais là, je pense que c'est surtout... Il a surtout vous avez vraiment ça dans vos programmes? Bien entendu, c'est un intitulé du... Vous avez plus les fleuves et vous avez l'écoquartier, c'est ça? Vous avez habité un écoquartier ou savoir se déplacer. Voilà, c'est ça. Donc c'est à pleurer. Quant à l'histoire, quant à l'enseignement. Mais oui, ce sont les programmes qui ont été détruits sous François Hollande par Najat Vallaud-Belkacem et qui n'ont pas été touchés d'une virgule depuis que M. Macron est là. Donc il est gentil de nous sortir ces délires, mais c'est surtout des éléments de langage et il utilise ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est-à-dire une idée simple est toujours séduisante. Une idée répétée est toujours séduisante. Donc c'est ce qu'il fait dans son intervention. Donc l'idée simple, c'est changeons l'enseignement de l'histoire et on va tous devenir des citoyens groupés autour de l'idée de nation. De la même façon, il répète sans arrêt les 20% qui ne savent pas lire. Sauf que ces 20%-là, c'est 5% dans l'Hérault et c'est 40% dans la couronne parisienne. Donc ça change un peu l'explication des choses. Voilà, c'est une manipulation de l'opinion, vraiment. Mais écoutez, en tout cas, restez avec nous, Laurence. Nadir Kaya, vous avez vivement réagi. Mais c'est intéressant ce que vient de dire précédemment Madame, parce que Laurence qui est avec nous, Madame ou maîtresse, parce que ça rappelle qu'en fin de compte, là aussi, encore une fois, on s'aperçoit que Monsieur Macron n'est pas pour régler les problèmes de fond ou pour améliorer la vie, le quotidien des Français, mais toujours dans un jeu politique. Et là, moi, je pense qu'il veut droitiser un petit peu l'histoire de France, peut-être à travers des personnages qui sont propres à la droite ou aux droites extrêmes. Donc, je vous interromps, mais pour vous redonner la parole, parce que c'est un sous-entendu qu'on a entendu aussi précédemment dans ce débat. Je vois pas ce qu'il y a de droite dans le fait de dire, en plus qu'on s'est contesté, il faut revenir à l'enseignement chronologique. Qu'est-ce qu'il y a de droite dans cette phrase? Alors sur la partie chronologique, moi je saurais pas répondre là-dessus pour savoir exactement l'origine de ça. Mais Madame vient de le dire très justement. Dernièrement, les modifications ont été apportées par Hollande et Madame Belkacem à l'époque. Et il y a eu débat à l'époque et beaucoup s'insurgeaient là-dessus, notamment dans le monde éducatif, en rappelant que la qualité de l'enseignement n'était pas le meilleur. Et donc aujourd'hui, on le voit à travers les résultats régulièrement dans les écoles françaises où le niveau chute. Donc à un moment qui veuille remettre ce sujet sur la table, très bien, mais le prisme par lequel il passe démontre qu'il ne veut pas régler réellement les problèmes et rester sur un aspect politique. Et comme le disait aussi précédemment monsieur, avoir une certaine empreinte sur l'histoire de France en donnant cette illusion de rassemblement et d'unité entre Français à travers l'histoire. Allez, la parole à Rodrigo Arenas, puis Philippe Bouriaki, puis notre invité Christine Guillemonet. Rodrigo Arenas. Oui, écoutez, moi j'ai l'impression que Emmanuel Macron est en train de revisiter les Martines, c'est-à-dire qu'il veut tout faire et se mettre dans un rôle différent à chaque épisode politique qu'il doit affronter, en l'occurrence la rentrée scolaire. Moi j'ai pas cette vision décliniste de l'histoire et de la géographie et de l'enseignement civique dans notre pays. Au contraire, moi je tiens à rappeler quand même que l'enseignement de l'histoire dans notre pays fait parmi, si ce n'est la meilleure école d'histoire du monde. Et que de dire que les enfants français où les jeunes Français, où les futurs étudiants et les enseignants ne connaissent pas l'histoire et de France et du monde, même si je suis d'accord avec votre invité, Mme Guillemonet, sur la question de l'élargissement du spectre est quelque chose qui est nécessaire, ça n'est pas pour autant que l'enseignement de l'histoire et le niveau éducatif de nos enfants n'est pas au niveau, ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qui ne se vérifie pas.
De toute façon, on ne peut pas le compter, si j'ose dire. Et quand on veut tester le niveau des Français en histoire, il faudrait qu'on le compare à ceux des autres pays. C'est pas les mêmes histoires, c'est pas les mêmes enseignements, quoi. Alors, c'est pas les mêmes enseignements, et à l'échelle internationale, les indicateurs qui sont mis en œuvre concernent essentiellement les matières scientifiques, notamment les mathématiques, mais pas la culture générale. Donc moi, je tiens à le dire, à chaque fois qu'il y a des enfants, des élèves, des étudiants de notre pays qui sont, par exemple, dans le dispositif Erasmus à l'échelle internationale, ils font preuve d'une culture générale qui, y compris, étonne les étudiants et les enseignants des autres pays. Donc cette vision décliniste n'existe pas, ce n'est pas une réalité, et il s'attaque à un fondement de l'école publique de notre République qui est la liberté pédagogique des enseignants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un homme d'État, un président de la République qui veut s'immiscer sur le contenu et la façon d'enseigner les programmes. Vous savez, Jean-Marie Bordy, cette forme d'interventionnisme d'un président de la République dans les programmes scolaires, ça a un nom. C'est le propre des États autoritaires. Et c'est contre cela, je pense, que tout notre pays doit s'insurger. Ceci dit, Laurence, il y a quelques instants, nous disait que les programmes avaient beaucoup changé sous un gouvernement précédent. Donc, c'est pas une première, pardon. Je ne dis pas que c'est une première, je dis qu'aujourd'hui, le mettre sur la façon qu'il faut faire un ordre chronologique, ça dit des choses. D'ailleurs, votre invité l'a dit aussi, qu'il y a un enseignement chronologique, sauf que en France, l'enseignement chronologique n'échappe pas non plus à l'esprit critique, ce qui a été dit aussi par votre intervention. C'est-à-dire que nous formons des esprits libres, des esprits qui s'émancipent et qui sont capables aussi de réinterroger l'histoire. On n'enseigne pas des dogmes. Et quand on dit chronologie, de dire 1515 Marignan, ça n'a pas de sens si on n'explique pas les relations de François Ier qui vient d'accéder au trône avec les relations avec l'Italie, le fait qu'il a été incarcéré pendant des années et que ça a profondément, notamment, mis en œuvre, vous savez, les relations internationales à l'échelle européenne entre les monarchies. Ce que je suis en train de vous dire, je ne l'ai pas appris dans mon pays d'origine. La captivité de François Ier, c'était après Pavie, pas après Marignan. Foutez la paix aux profs. J'ai envie de vous dire une question simple, c'est que j'ai appris, et les parents ont appris notamment pendant le Covid, et j'ai essayé de porter ça en tant qu'associatif, que enseigner c'est un métier, et qu'il faut arrêter de faire la classe à la place des enseignants, laissez-leur faire leur métier, et en l'occurrence sur l'histoire, la géo et l'éducation civique, il me semble que les épisodes douloureux que nous avons notamment affrontés sur ces questions-là méritent qu'on les respecte et non pas de leur donner une injonction éducative. Il y a une commission pour ça au ministère de l'Éducation nationale, qui est la commission des programmes. La parole à un ancien élève, Philippe Bouriaki. J'étais un très mauvais élève parce que j'étais dyslexique et dysorthographique, donc l'école n'était pas adaptée pour moi. Et je vais vous surprendre, tous les jours, moi j'utilise le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois que c'est un refondement total de ce qu'on a à apprendre à nos enfants sur l'essentiel, sur l'enseignement. Et ce que je remarque, c'est que dans les pays scandinaves, en Allemagne, aux États-Unis, ils ont cours le matin et l'après-midi, ils ont un développement ou sportif ou culturel ou artistique, et ils sont mieux classés que nous. Donc, est-ce que c'est nous qui avons raison? Je veux pas remettre en cause, et je m'excuse si je heurte les profs d'histoire, de géographie, etc. Il y a des gens, la priorité c'est d'apprendre à lire et à écrire et à bien parler, parce que c'est quand on va se vendre sur le marché du travail, c'est important. Et je suis pas sûr qu'on soit nombreux à connaître et à se rappeler de la longueur de la Garonne ou de la Loire. C'est pas l'histoire géo, hein, on est d'accord. Alors si, c'est de la, on y arrive. Hein. Bon, la Loire est plus longue, on s'en souvient, ça quand même. Sûrement, je veux bien vous croire. D'ailleurs, la Seine ne devrait pas s'appeler la Seine, puisque c'est Lyon. En fait, on est d'accord. Donc alors, vous voyez quand on nous apprend n'importe quoi à l'école. Non, mais je taquine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les programmes sont super lourds pour des nouvelles générations où il y avait des gens qui étaient très pointus à la maison et qui nous permettaient d'être à la pointe. C'est plus le cas. Donc, je pense que le bien-être de l'enfant doit être au-delà de toutes les discussions qu'on a actuellement entre nous. Alors, je pense que Christine Guillemonet est toujours avec nous. Ma chère Christine Guillemonet, je vais vous proposer de conclure. On a entendu beaucoup de thèses, beaucoup d'antithèses aussi. Je vais vous proposer de faire la synthèse. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que lorsqu'on est dans une classe face à nos élèves, dans chaque classe, on a une alchimie différente. Et on est dans un temps, une temporalité qui est particulière. On est dans le temps pédagogique, le temps de l'analyse, de la construction, de l'explication. Il faut que les élèves aient du temps pour s'approprier les connaissances, pour comprendre, pour après les réutiliser et surtout les conserver, ce que j'appellerais la connaissance durable. Les pratiques pédagogiques des professeurs, elles sont multiples, elles sont validées. Ce qui est très pénible, c'est d'entendre dire que une manière d'enseigner, mettons, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il faut impérativement tout jeter et tout refaire. On est capable de savoir comment travailler avec nos élèves. Une classe est différente d'une autre. Donc, ce qui est important, c'est de nous faire confiance. Dans l'interview du chef de l'État, le mot confiance, c'est le dernier mot de l'entretien.
Je ne pense pas que c'est ce mot-là que mes collègues vont retenir. Et vous lui faites confiance ou pas? Écoutez, il pourrait vous dire la même chose. On va juger sur Kies. Mais réponse prudente. Tout ce qu'on entend, c'est un discours de défiance. Y a-t-il meilleur moyen de déconsidérer les professeurs devant l'opinion publique que de lancer comme ça des idées comme quoi on n'enseignerait pas bien, on n'enseigne pas la chronologie. Cette histoire de chronologie et de politique, elle n'est pas si anodine que ça. Eh ben, on va en reparler en tout cas. Quand vous faites un cours d'histoire, vous ne vous limitez pas à une enfilade de dates. Elles sont utilisées pour contextualiser les faits. En histoire, il y a des faits politiques, il y a des faits sociaux, et il faut faire un tissage de tous les événements. Et il ne faut pas que l'opinion publique imagine que faire de l'histoire, c'est uniquement apprendre des dates par cœur. Et encore moins imaginer que les personnages de l'histoire ne sont pas étudiés par les élèves, parce que ça, c'est encore faux. Merci beaucoup d'être intervenue ce soir sur Sud Radio. Christine Guimaunet, bonne rentrée, c'est dans combien de jours ? Dans une semaine presque. Profitez bien de la dernière semaine. Prochain. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous, prof d'histoire géo dans le Val d'Oise, secrétaire général de l'association des profs d'histoire géo, tout simplement. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. C'est presque la fin des vraies voix. On vous emmène au Havre dans un instant, découvrir un été au Havre. Vous allez être surpris des œuvres et des installations contemporaines absolument magnifiques. À tout de suite. Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été sur Sud Radio qui touchent à leur fin, toujours avec Nadir Kaya, Rodrigo Arenas et Philippe Bouriaki. Tout de suite, on file au Havre à découvrir un été au Havre avec notre invité qu'on va accueillir tout de suite, Gaël Charbot. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, directeur artistique d'un été au Havre. C'est quoi un été au Havre ? Alors, un été au Havre, c'est un événement artistique qui déploie des œuvres d'artistes contemporains dans toute la ville du Havre. Partout, comme ça, n'importe où, dans la rue, sur les places. Ouais. Sur des places, sur des monuments, évidemment près de la plage. Ça peut se déployer dans toute la ville, effectivement. C'est ça. Alors, on a une idée de ce que ça pourrait être, mais comme on est à la radio, on n'a pas d'image. On va vous demander de nous décrire visuellement ce qu'on peut découvrir si on se promène dans le Havre en ce moment. Alors, ça va pas être simple parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc je vais pas Faites des choix arbitraires. Ok. Alors, par exemple, si vous arrivez au Havre par le train, vous allez pouvoir voir une gare qui est métamorphosée. Par exemple, l'artiste Isabelle Cornaro a transformé toute la façade de la gare, qui est une façade vitrée, avec des filtres de couleurs et qui évolue en fait au fur et à mesure de la journée, en fonction de la luminosité. Un kaléidoscope, presque. Voilà. Et qui est un hommage à Marguerite Turé, qui est une maître verrière qui avait réalisé les vitraux de la cathédrale de l'église Saint-Joseph, très célèbre. Donc c'est un hommage qui est fait sur la gare, donc un bâtiment qui est peut-être un petit peu moins intéressant que Saint-Joseph, et donc c'est une manière de faire un clin d'œil à l'histoire et de montrer en quoi aussi l'art contemporain peut adresser des clins d'œil à tout le monde. Absolument, et être aussi très simple et très jouissif. C'est quelque chose où il n'y a pas besoin d'avoir une notice, un mode d'emploi. Il y a une immédiateté qui est très belle et qui peut emmener chacun dans un... Et qui fait appel aux émotions du public ou des passants ou des Havrais. Tiens, Nadir Kaya a une question pour vous. Ça me rappelle, je ne sais plus quelle personne, monsieur doit le savoir peut-être, qui disait que l'art ne doit pas s'enfermer, quoi. L'art doit être dans la rue. Ouais. La preuve, Gaël Charbot. Du buffet, l'art doit se gérer. Gaël Charbot. Ce qui est très intéressant avec un été au Havre, c'est que justement les artistes sont confrontés à la réalité de ce qu'est un public, et c'est un public qui est aussi divers que peut être une ville en fait. Donc les œuvres là viennent toucher tout le monde, quand on est sur le chemin du travail, de la plage, de l'école. On n'est pas du tout dans le cadre d'un musée, c'est pas marqué culture. Il n'y a pas le bandeau, attention, vous rentrez dans un temple de la culture. Là, vous êtes à un carrefour, vous êtes sur la plage, vous arrivez à la gare, et donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'un artiste peut dire aujourd'hui de la complexité de notre monde, aussi des rêves, des fantasmes, d'une forme de critique, enfin bref, tout ce que les artistes savent faire. Mais c'est au pied de votre maison, c'est pour des visiteurs extérieurs. L'art contemporain près de chez vous, tout simplement. C'est jusqu'à quand ? Ce sera ma dernière question. Alors on clôt la saison le 17 septembre. On a le temps d'en profiter. Donc, allez, il faut en profiter. Ouais, allez au Havre, passez au Havre. Merci beaucoup Gaël Charbot.
directeur artistique d'un été au Havre. Merci beaucoup aussi pour tout ce que vous faites. C'est vrai que c'est important d'apporter l'art contemporain, notamment à tout le monde, et de montrer qu'il faut sortir des clichés. Voilà, merci à vous tous sur Sud Radio. Merci Rodrigo Arenas qui est en train de fondre dans son étuve des universités d'été. Ça va. Bon, il ne nous dira pas comment il est déshabillé, mais en tout cas, il a dû l'être, il se débrouille. Bon courage à vous, député insoumis de Paris. Merci à vous, Philippe Bouriaki. Merci. Co-porte-parole de l'écologie au centre. Merci à vous. Et merci à vous, Nadir Kaya. Vous êtes le fondateur, président de Banlieue Plus et nos quartiers. La suite de votre soirée à l'écoute de Sud Radio, les routes de l'été. Gérard Klein et Antoine Mazer qui vous emmènent dans le Béarn. C'est dans un instant, juste après les infos de 19h sur Sud Radio.